encore un bonheur de vous retrouver, mesdames, messieurs, bienvenue. Au cœur de votre émission Le Grand Soir sur Info Télévision, nous sommes ensemble jusqu'à 18h52 minutes. Nous aurons donc l'opportunité de parler de deux situations qui nous interpellent en ce moment. On le sait, le Cameroun est totalement plongé dans cette grosse bataille pour les élections à venir dès l'année prochaine. Et on a constaté, bien entendu, peu importe le parti politique que nous allons fouiller, les jeunes ont du mal à se positionner comme une grosse barrière qui limite leur mouvement, même s'il y en a qui sortent du lot. On comprend que l'engagement politique au Cameroun semble passer à côté de la jeunesse. Qu'est-ce qui en est la cause? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas autant de jeunes à la tête, pourquoi pas, des partis politiques et autres devant la scène? On va essayer de le comprendre ce soir. Et puis, bien entendu, on parlera de cette situation compliquée que vivent les ménages au Cameroun, l'accès aux denrées alimentaires. On le constate, avoir du manioc, du macabo, ça je prends le plus banal, désormais sur les marchés, ça coûte extrêmement cher. Et le constat qui nous revient de l'arrière-pays est qu'on a à manger, mais on n'arrive pas à acheminer cette nourriture vers les grandes villes pour permettre donc aux populations de bien se nourrir. Alors nous, on va essayer de tremper un tout petit peu les pieds et les mains dans cette situation-là pour essayer de donner, d'attribuer, c'est mieux, les responsabilités des uns et des autres. Et pourquoi pas trouver des solutions pour qu'on ait enfin sur nos tables de quoi se nourrir sainement au Cameroun. Voilà la vitrine de votre émission. Je souhaite encore bonne fête au père, au papa qui était à l'honneur hier. Il y en a beaucoup qui sont plaints que quand c'est la fête des mères, on fait des plateaux entiers pour leur rendre hommage. Que quand c'est les pères, on a tendance à le dire du bout des lèvres. Alors j'ai décidé ce soir quand même de rendre hommage à ceux-là grâce à qui nous sommes également des mamans, à ceux-là qui marchent à côté de nous, parfois devant nous, parfois derrière nous, ça dépend des couples, mais ils sont quand même quelque part autour de nous pour nous accompagner. Il est très important de temps en temps de reconnaître, même quand ils nous donnent des migraines, qu'on a besoin parfois de ces migraines-là aussi. Ils sont en train de sourire sur le plateau. Parce que je n'ai que des papas ce soir avec moi sur ce plateau. Et pour la communauté musulmane également, on revient un tout petit peu un pas en arrière pour vous faire un clin d'œil. Je sais que le férié vous permet de récupérer ce jour. Mais moi, j'en ai tiré quand même malgré la récupération. Et Mariga Ibrahima, vous êtes avec nous ce soir. Mais avant de vous dire bonsoir, je rappelle aux téléspectateurs que le numéro de téléphone n'est pas changé. Le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Allez, lâchez-vous, réagissez, et bien sûr du mieux que je pourrais. Je rendrai solennel vos réactions. L'équipe technique est bien mobilisée malgré le jour férié. Et bien entendu, on va se démener pour vous livrer une émission agréable pour vous qui nous recevez à la maison. El Hadj, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Rosalie. Comme tu l'as dit, c'est un jour férié. Un jour d'après-fête. Je ne vous ai pas laissé récupérer. Non, pas de quoi, parce que c'est un honneur que de te retrouver, n'est-ce pas, au milieu quand même des compatriotes pour pouvoir, n'est-ce pas, parler de la République. Je dis bonsoir à mes co-discutants et bonne fête, n'est-ce pas, à mes co-religionnaires musulmans. On a fêté hier, surtout la ville de Yaoundé, c'était pas facile avec la pluie, juste à l'heure où on s'apprêtait, n'est-ce pas, non, à se rendre à la mosquée. Ouais. Voilà, justement. Comme une bénédiction aussi. Comme une bénédiction, sûrement. La pluie n'est pas un obstacle, surtout pour quelqu'un qui a la religion. Dans la peau. Voilà, justement. Et d'autres ont profité, n'est-ce pas, non, aller quand même donner la nafila. Les deux nafila, avec la nafila, n'est-ce pas, non, vers 11h, l'autre midi. Bon, tout est bien qui finit bien. Justement, il n'y a pas eu d'incidence. C'est qu'on a suivi un peu partout, autour de la République, Yaoundé en particulier. Je profite aussi, n'est-ce pas, pour dire au Barka de Sallah, à mes frères de Tibati, particulièrement aux chefs, aux jeunes chefs, n'est-ce pas, de Tibati. Ils ont fêté aussi, n'est-ce pas, non, dans la joie, que Dieu agrée, n'est-ce pas, tout ce qu'on a pu faire. Et dans la discipline et l'ordre, je crois que les choses vont marcher. C'est tout ce qu'on souhaite. Hein. Tout ce qu'on souhaite. Voilà, merci une fois de plus d'être là ce soir. Ah, oui. On va également accueillir Henri Oscar Menguidi. C'est vrai que ça fait un petit moment, on n'a pas été ensemble. Vous êtes secrétaire général adjoint
du CAC que vous représentez sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir et bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à tous qui nous suivent à travers le petit écran et qui sont scotchés ce soir à regarder le grand soir justement d'Info TV. Bonsoir à tous les citoyens actifs du Cameroun, notamment le président Serge Patrick Etémé et tous les membres de la coordination générale. Bonsoir enfin à la Léquier debout. Bonsoir, je vois que c'est votre nouveau comptoir, hein, la Léquier debout. Bon, c'est la Léquier debout. On va. Dans tous les jeunes de la Léquier désormais, c'est dans la Léquier debout. Non, les jeunes dans la Léquier ont décidé de ressusciter la Léquier. Parce que, profitant justement des prochaines échéances électorales, nous avons décidé de ressusciter la Léquier qui... On a décidé de faire face aux vieux, quoi. Oui, parce que la Léquier est accaparée, justement, puisqu'on va parler des jeunes tout à l'heure, donc ce sera l'occasion de revenir là-dessus, mais je ne pouvais pas ne pas leur dire un bonsoir particulier. Vous avez dit tantôt que ça fait un moment que je n'étais pas là, c'est vrai, je suis allé m'installer dans la Léquier, je suis allé m'installer dans mon village où je pratique des activités agro-pastorales, parce que je pense pour ma part que c'est mon terrain où je peux le mieux m'exprimer, où je peux justement apporter de la différence. Il ne suffit pas de dire aux gens faites, mais il faut les accompagner. Il faut être avec eux pour qu'il y ait un changement de mentalité. Il est bon d'être dans le milieu. C'est pour ça que j'ai décidé de m'installer au village et dorénavant je suis là. Mais quand vous faites appel à moi, je suis là. Bien entendu. Hein. Et c'est ce qui me plaît avec vous, ce que j'appelle la grande famille du Grand Soir désormais. Même quand vous êtes au bout du monde, quand j'appelle, on accourt et ça me fait chaud au cœur. Je sais les efforts que vous déployez tout le temps pour répondre à mes invitations. Parfois, les dernières minutes, j'essaie d'avoir ce don d'appeler parfois à des moments compliqués. Mais merci beaucoup de faire toujours ces efforts-là. Allez, lui également, il est avec nous ce soir, Richard Tobolbaye, homme politique. C'est un bonheur de vous retrouver ce soir. Bienvenue. Merci Madame Rosalie, merci pour votre invitation et un bonsoir à tous les téléspectateurs du Grand Soir. Et je dis Barkada Salah à tous les musulmans, en particulier mes amis, mes connaissances du côté du Nord, ceux qui sont... Ça y est, on s'est vu, on s'est salué, on s'est écrit des messages, donc vraiment, je lui souhaite une très belle fête. Et on a mangé aussi le mouton. C'était énorme. Et Madame Rosalie, il y a de cela quelques jours, quelque chose me passe à l'esprit, à savoir que une remarque très simple. J'ai réalisé encore combien ce régime du RDPC est malfaisant. C'est-à-dire que non seulement ils ne font pas assez d'efforts pour créer des entreprises, mais j'ai pu noter qu'ils ont fermé à date plus de 700 entreprises qui sont autant d'opportunités d'emploi à la jeunesse saccagée. Et j'ai également noté qu'ils ont suspendu systématiquement les intégrations. C'est maintenant que tu t'en es rendu compte, quoi. Non, enfin, je me suis rappelé, quand ça se passait, j'étais en train de ressasser tout cela dans mon esprit et voir encore combien ils sont malfaisants. Ils ont suspendu l'intégration directe de diplômés des facultés de médecine et c'est des écoles normales, que ce soit d'enseignement primaire ou secondaire. Donc pour moi aujourd'hui, cette jeunesse-là est aux abois, il est à l'abandon et je pense aujourd'hui qu'il faut douter très fort. Il faut vraiment douter très fort que c'est aussi simple que cela pour ces gens-là de se créer son propre hôpital ou son propre collège ou école primaire pour s'auto-employer comme on essaie de les chanter. Donc j'ai dit, dans cette ambiance-là de frustration et autres, qu'en 2025, il n'y ait aucun traître et que tous soit pour une alternance au sommet de l'État, parce qu'à mon avis, c'est ce qui peut apporter quelque chose à notre situation actuelle.
D'accord. En tant que jeune, vous aurez l'occasion de vous exprimer tout à l'heure, hein, parce que vous faites partie de ceux-là qui ont envie d'être des leaders, mais qui sont également combattus. Dans cette perspective-là, je suis au courant. Accrochez-vous. C'est pas facile. Alice, permettez-moi d'accueillir le 4e nom des moindres sur ce plateau. Bien entendu, ce monsieur Ayouk DMC Bot, il sera la voix du PCRN. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue. Bonsoir, la rose sans épines, la rose mondiale surtout. Et bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau vraiment. Je veux dire un bonsoir particulier à Karen Moda, maman Inès Ngoyas, qui me regarde actuellement, et papa Marcel, okay? Et ma petite fille, que nous sommes tous les jours que nous sommes à 17h, on vous suit. Ils vous connaissent tous. Ils vous connaissent tous. C'est gentil. Oui. Et je veux rappeler aux Camerounais que nous sommes à moins de 60 jours pour la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Et j'interpelle tous les Camerounais, tous ceux qui traînent encore le pas, que nous sommes à moins de 60 jours. Le 31 août, c'est la clôture. Et novembre, les premières élections, c'est en février. En novembre, on va convoquer le corps électoral. Ça va avoir lieu. Il n'y a pas de réflexion. Je ne réfléchis rien dessus. Ça doit avoir lieu. Et puis, je l'ai dit qu'il n'y aura plus autant de s'inscrire qui s'élèvent avant ce 31, qui vont s'inscrire. Et tout ce qui veut voir là, le grand Cameroun, le Cameroun qui doit changer, le Cameroun qui doit être bon, bien, le bien-être, va passer par. D'accord. Donc, puisqu'on doit commencer à parler justement de politique, je vous suggère qu'on rentre dans ce sujet, puisqu'apparemment vous êtes très 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 chaud sur ce plateau pour cette première thématique. Je démarre avec vous justement. On l'a constaté, l'engagement que vous appelez de tous vos voeux de cette jeunesse-là à se démarquer, à s'impliquer dans la politique au Cameroun semble un tout petit peu entravé dans le constat qui est fait. Beaucoup ne sont pas très intéressés à se sacrifier, à se plonger, à tout casser pour essayer de jouer un rôle important. Pourtant, on le sait quand même que la population camerounaise est majoritairement jeune. Mais on constate quand même, quand on jette un regard sur les près de 400 partis politiques qu'on a au Cameroun, quand on va regarder les têtes de ces partis politiques, à peine une dizaine, où on trouvera quelques jeunes qui ont essayé de bouger un peu. Et ceux-là, quand on regarde très bien, pour certains ils bougent, pour certains ils sont un peu ineptes. On les ressent véritablement pas. C'est sur les papiers qu'on va découvrir que c'est un jeune qui est à la tête du parti politique, mais dans les mouvements, dans l'action, on les ressent pas. Pourquoi ce manque d'engagement? On commence par là. Qu'est-ce qui empêche qu'on ait un peu plus de jeunes au devant de la scène, alors que c'est vous qui êtes censé être majoritaire en termes de nom? Rosalie, vous savez que lorsque vous êtes dans un pays où la tête du sommeil jusqu'au fond, tout est fermé, ça pose beaucoup de problèmes. Ouais. Normalement, nous sommes dans une république sociale. Notre république est sociale. Et la politique est un corps de métier, comme tout autre corps de métier. Ça veut donc dire qu'à l'intérieur de ce corps de métier, on devait trouver toutes les jeunes comme les personnes âgées, parce que c'est un problème de relais. S'il n'y a pas de jeunes dans la politique, je ne sais pas ce qu'on est en train de bâtir. De qui vont assurer la continuité? Sans les jeunes, de qui vont assurer la continuité? Donc, le problème, c'est ceux qui sont là. Ils ne comprennent rien et ils ne veulent rien comprendre. Qu'on devait toujours associer les jeunes dans tout ce que nous faisons. Surtout dans la gestion de la cité. Parce qu'après, c'est une continuité. La gestion d'un État, c'est une continuité. On ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les mettre de côté. On doit toujours créer des conditions, des ouvertures pour eux, qu'ils soient toujours parmi. Mais, je vous dis, c'est la nature des hommes qui nous gouvernent pour le moment. Ils sont avares, les autres, ils pratiquent le népotisme, la jalousie, la peur, à la limite, la médiocrité, ils ont peur. Ils se disent que peut-être un jeune à côté de moi, il va venir prendre ma place. Mais non,
Il y a des endroits, il y a des moments où un jeune peut être devant, il y a des moments où un jeune peut être en arrière. Donc, ce n'est pas forcément que le jeune doit toujours être derrière ou devant. Non, il y a des situations où un jeune doit être devant. Il y a des situations où il doit être derrière. Tous, parce que nous tous, dans un État comme la nôtre, qui est la République, c'est un État idéal. Nous savons donc que nous tous, nous avons une même direction, nous regardons la même direction. Alors, si l'environnement n'est pas créé, s'il y a l'injustice qui est partout, s'il y a le favorisme qui est partout, attends, comment les jeunes vont se sentir? Ils ne peuvent pas intégrer. On a mystifié vraiment la chose politique au Cameroun. C'est comme si la politique c'était tout un mystère. Pour pratiquer la politique c'est tout un mystère. On ne regarde plus la politique comme c'est un art et une science. On pense qu'il faut d'abord aller faire les pratiques occultes pour être un homme politique. Mais non, la politique est une science, c'est un art et un art au même moment. Ça veut donc dire que tout le monde, femme comme homme, jeunes comme vieux, doivent toujours se retrouver ensemble pour pouvoir prendre des décisions. Parce que les décisions que les vieux prennent aujourd'hui, ceux qui sont les jeunes, ça va être demain, ils seront là. Il faut qu'ils assurent cette continuité. Il faudrait que ce soit des décisions qui concernent tout le monde. Tout le monde, parce que ça veut dire. On puisse tous s'impliquer. Si nous sommes dans un pays, c'est pour cette raison qu'on dit que ça doit changer. La République, le fond, tout son fond et la forme doivent changer. Ça doit changer. On doit, les uns et les autres doivent revenir à leurs meilleurs sentiments. Ils doivent tout abandonner pour embrasser la République. Parce que la République appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas aux vieux. Ça n'appartient pas au groupe de personnes. Ça n'appartient pas au groupe de cercles fermés. Non. C'est une société ouverte et créative. Et quand je vois un jeune comme celui-ci devant moi, mais je suis content. Je sais que après, ils vont prendre le relais. Ça veut dire que cette rêve-là, cette république grande qu'on rêve, même si ce n'est pas à notre tout qu'on peut faire, ceux qui viennent en arrière vont continuer, ils vont agrandir ce que nous avons commencé. Mais si on commence à les fermer les portes, ça veut donc dire qu'on n'arrivera jamais. Donc, à votre avis, on n'a pas de jeunes en quantité suffisante au sein de la machine politique camerounaise parce qu'on bloque et qu'on fait évidemment. Et on mystifie toute la vie politique camerounaise est tellement mystifiée. On doit démystifier. Il n'y a pas, c'est un art et c'est une science. Ça veut donc dire que tout le monde, génie. Tout le monde a un rôle à jouer. Oui, ce n'est pas un problème de cercle fermé, cercle de mouvements ésotériques. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Chacun peut aller faire là où il fait, mais quand tu viens devant la République, tout le monde. La République, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les cercles fermés. Richard Tobolbaï, vous partagez le regard d'Ayouk James, ou à votre avis, il y a d'autres raisons qui justifient qu'on n'ait pas autant de jeunes qu'on le souhaiterait dans cette haute sphère du jeu politique au Cameroun. On a des mêmes visages depuis des années. Il y en a qui sont nés, qui ont grandi, qui peuvent citer certains facilement. Hein. Je parle des partis où les présidents sont paix à son âme. Ni John Fundi était parmi ceux-là. On va penser à l'UNDP avec Bello Bouba, c'est les mêmes noms. Aujourd'hui, on est en 2020, dans quelques temps, on sera en 2025, et on n'a pas vu beaucoup de nouveaux visages se positionner. Alors on se demande où sont les jeunes finalement. Pourquoi ils ne jouent pas à la partition? Pourquoi on ne voit pas 4-5? On voit des partis se créer tous les jours, mais quand on part regarder les personnes à la tête, c'est à peine, j'ai dit à peine une dizaine. On a Jouvence où on retrouve Bessala qui est jeune, même si certains vont dire que c'est même déjà jeune intermédiaire. Oui, puisque si on doit être jeune, c'est jusqu'à 35 ans pour ce qui est de l'âge international. Mais comme on est jeune chez nous jusqu'à 77 ans, donc on va dire que c'est un jeune intermédiaire. On va dire que Cabral, on va dire Joshua aussi, c'est des jeunes intermédiaires. Mais si on voudrait vraiment parler de jeunes, on n'en a pas. On n'en a pas. Alors, je partage tout à fait l'avis de mon copanéliste qui relève le fait qu'il y a une machine qui s'est mise en branle pour, si vous voulez, museler
toute forme de velléité, de démonstration, d'engagement politique de la part des jeunes. Mais a priori, je crois que je dois dire que je crois à l'engagement. Et un jour, j'ai essayé de me renseigner sur une figure emblématique de la vie politique, de l'histoire politique de notre pays, à la personne de M. Oumniobé. J'ai remarqué qu'il était devenu président de l'UPC à l'âge de 33 ans. Secrétaire général. Secrétaire général. Secrétaire général. Voilà, secrétaire voilà. Quand il avait 33 ans, effectivement. Alors, et nous avons vu tout ce qu'il a apporté avec ce parti-là à notre pays. Et je dois aussi relever un fait qui me paraît très important. À savoir que le régime en place, à mon sens, a fait un travail qui, à mon sens, tend à créer un conflit entre les générations. Donc, ça veut dire que on essaie de considérer que les plus compétents en politique sont absolument vieux ou des personnes qui doivent avoir une maturité physique d'une certaine façon. Je prends un exemple tout bête. Est-ce que le pouvoir en place je prends un exemple. Je peux avoir mal exprimé, mal aimé l'idée que j'ai vue, mais je préfère prendre un exemple. Le président de la République a environ 90 ans. Le président du Sénat, 90 ans ou presque. Le président de l'Assemblée nationale, plus de 85 ans. Le président du Conseil économique et social, plus de 85 ans. Le président de la Cour suprême, dans la même tranche d'âge. Le chef d'état-major des armées, dans la même tranche d'âge. Le premier ministre, tout à fait discutable, au-delà, 70 ans ou plus. On peut citer plein d'autres. Où sont les jeunes dans tout cela? Et je crois que c'est ces genres d'actions qui montrent clairement le travail qui est fait en amont, comme il a évoqué tout à l'heure, pour essayer, si vous voulez, de museler la jeunesse. Parce que de l'autre côté, quand vous voyez comment une personne comme Cabral Libye, au travers de son parti PSRN, est en train de vivre ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Toutes ces campagnes de, si vous voulez, des déstabilisations du parti. Vous voyez Samuel Eto'o, qui n'était le président d'une fédération. On est en train de voir tout ce qu'on est en train de faire contre lui. Martino Zoro, qui a voulu mettre sa petite profession de journaliste au service de quoi. Il a eu cabale contre aujourd'hui, non, j'assume mes paroles. Non, je demande ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, Bruno Bujan en prison parce qu'il s'est servi des moyens qu'il avait à sa disposition pour apporter quelque chose à la vie politique du pays. Donc, on voit comment ils sont traités. On voit vraiment comment ils sont traités. Et je crois que c'est un message clair à toute la jeunesse. Une manière de leur dire, tous ceux qui vont oser et vouloir faire quoi que ce soit, subiront le même sort. Et pour moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit se regarder en face à la jeunesse. Pour moi, ce n'est pas essayer d'aller en confrontation avec ce genre, essayer de vouloir démontrer quelque chose, mais en réalité, de s'élever avec des propositions concrètes, ne pas se contenter de faire des critiques, ne pas se contenter de faire des dénonciations, mais de faire des propositions concrètes. Et je crois que je ne me prends pas comme une référence, mais je dis tout simplement ce que moi je suis en train de faire. À partir de... J'ai commencé à m'intéresser à la vie politique 2028. Enfin, 2018. 2018. J'ai commencé vraiment à m'intéresser, à essayer de creuser, de comprendre ce qu'il y a en 2018. Et, chemin faisant, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai commencé à lire les ouvrages des hommes politiques, pour les libéralismes communautaires, le fédéralisme communautaire, les gens de la pensée, les autres. Donc, c'est quand je suis rentré dans ce champ-là que j'ai découvert beaucoup de choses et qu'une idée m'est venue. Il dit, pourquoi ne pas proposer quelque chose? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut dire des choses, on peut dire les hommes politiques mentent, mais c'est parce que tu n'es pas allé vraiment voir le fond de leurs idées. On ne cherche pas. Et je crois que les raisons, comme vous essayez de les évoquer, c'est effectivement la peur qu'on a essayé de faire installer chez les jeunes. Chez moi, aujourd'hui, dans mon département, il a tout à l'heure parlé de la Léquier, chez moi, dans le Mayokani, nous avons
si vous voulez, une élite qui est là depuis les années 70. Depuis les années 70, c'est la même personne, c'est la même figure, c'est lui qui est toujours ministre, c'est lui qui est toujours ci et ça. Et lorsqu'on organise une activité politique, un mouvement politique, on met la photo de Biya ici. Et il met le sien ici. Donc, à chaque fois, c'est comme ça. Et quand vous essayez de vous élever, on vous dit, vous êtes le fils de qui, vous sortez d'où, qui vous connaît. Bref, ils font tout pour essayer de museler. Et dernièrement, dans ma localité, enfin, dans ma zone, dans mon département, il y a eu un conflit sérieux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une jeunesse qui s'est levée et qui a dit, mais on ne peut pas continuer à être des éternels spectateurs de cette situation. Tout ce qui se passe là nous concerne nous aussi. Et ils avaient organisé pas un meeting, mais une manifestation culturelle, je vais le dire comme je préfère le dire comme ça. Ils ont invité beaucoup de personnes et beaucoup d'activités ont été engagées. Sauf que ceux qui se prennent comme les éternels détenteurs du pouvoir ont orchestré plein de choses pour venir déstabiliser la réunion, la cérémonie, les activités culturelles, des rites traditionnels qui étaient organisés. Il y a eu tout simplement un saccage. Et je suis un peu étonné de voir que je n'ai pas tellement vu ça dans les médias, dans le CC et autres, probablement parce qu'il y a eu des instructions, personne ne doit être au courant et autres. Donc, mais je crois à cette jeunesse qui s'élève, à cette jeunesse qui ose, qui se jette, et de manière pratique et sur le terrain, la résistance, l'opposition est réelle. Je l'ai déjà dit une fois ici. Je n'ai demandé qu'à organiser des conférences, n'est-ce pas, avec des personnes qui croient à ma vision. Parce que quoi qu'on dise, quand vous vous levez et vous proposez des choses concrètes, il y a des gens qui sont toujours prêts à vous accompagner. Et je n'ai demandé que des conférences dans des, si vous voulez, des salles de conférence, des hôtels. Ce n'était pas dans les lieux publics. J'ai connu, enfin, c'est là où j'ai remarqué qu'en réalité, les sous-préfets sont en réalité les présidents de sous-sections de RDPC et que les préfets sont les présidents des sections et que le gouvernement chapeaute tout cela et autres. Parce que ce que j'ai vu devant moi pendant ces temps-là, ce n'étaient pas des administrateurs, mais c'était des hommes politiques qui font tout pour museler, pour détruire et combattre les élans, les élans, cet élan-là de cette jeunesse qui apporte quelque chose. Donc, moi je crois, au-delà d'être local, vous trouvez qu'il y a quand même une jeunesse qui veut quelque chose. Mais certains ont un peu peur parce qu'on les terrorise. Absolument. Et je termine en disant que le RDPC donne vraiment une très mauvaise image de ce côté-là. On a l'impression qu'au RDPC, tout ce qu'on attend de jeunes, c'est qu'ils soient très pressés d'aller au village, construire les hangars quand ces élites-là veulent aller au village. Ils veulent juste que les jeunes soient trop pressés de venir organiser voilà, les ballets, les danses, quand ils passent, quand ils feront. Et que, pour moi, c'est vraiment, comme on le dit souvent, tuer la jeunesse. Et quelqu'un a dit qu'un vieux qui tue les jeunes est un mauvais vieux. Et la meilleure manière, ou alors l'une des façons de tuer cette jeunesse-là, c'est d'essayer de montrer à chaque fois, de lui montrer à chaque fois qu'il ne peut rien, qu'il ne vaut rien, qu'il ne peut rien apporter et que tout ce qu'il peut faire, c'est de se contenter de courir là et de jouer, de faire ci et ça. Donc j'ai dit, je ne réclame rien, je n'appelle pas la jeunesse à aller s'opposer aux vieux, je ne veux pas un conflit entre les générations, mais je veux une jeunesse qui s'assume, une jeunesse qui dit, j'ai quelque chose à proposer, une jeunesse qui peut descendre sur le terrain et proposer quelque chose. Et ceux qui, à mon sens, continuent de travailler dans le RDPC sont quelquefois complices de ce qui est en train de nous arriver. Pour moi, c'est choquant et c'est inacceptable. Nous devons nous lever. Nous devons oser quelque chose. C'est clair que tout cela ne va pas se passer sans conséquence. Le pouvoir, c'est connu comme ça. On ne va pas le prendre et vous donner. Il faut le chercher. Il faut prouver qu'on peut qu'on le veut d'abord. Parce qu'il ne suffit pas de pouvoir, mais il faut d'abord vouloir. Mais quand on veut, on peut. Donc, c'est cela qui c'est mon discours, c'est mon message à toute cette jeunesse-là. Et de dire, nous avons notre défi à nous. Ce n'est pas à nous aujourd'hui d'exiger des papas de 90 ans de nous créer des emplois, d'exiger des papas de plus de 95 ans de créer des entreprises, de faire ci et ça. C'est à nous de le faire. Et c'est à nous de prouver qu'on peut le faire et qu'on peut le faire. Et ce temps-là, c'est maintenant.
D'accord. Donc, vous pouvez prendre une partie de ce que James disait tout à l'heure, mais vous trouvez que demander qu'on crée un environnement favorable, pour vous, c'est un peu une faiblesse. Oh, oui, oui. Vous devez vous-même obliger à la création de cet environnement. Tout à fait. Non pas dans la défiance, non pas dans la confrontation aveugle, mais dans des actions responsables et dignes et qu'on s'assume. D'accord. On va sûrement plonger justement dans ces actions responsables dont vous parlez, le temps de permettre à Henri Oscar Menguede de lire, à son avis, les causes qui peuvent justifier qu'on n'ait justement pas suffisamment de jeunes, parce qu'on n'en a pas complètement, mais qu'on n'ait pas suffisamment de jeunes comparativement à l'espace que ces jeunes mériteraient occuper dans l'environnement politique au Cameroun. Ok, merci Rosalie. Le thème, quand je regarde l'écran devant moi, le thème comprendre le désengagement des jeunes. Je me permettrais peut-être, ça c'est pour moi, pour mieux justement apporter ma vision, mon analyse, justement, ce thème-là. Parler de comment comprendre le non-engagement. Parce que le désengagement suppose que nous étions d'abord, qu'ils étaient d'abord engagés. En fait, ils ne sont même pas à votre avis. Voilà. Vous comprenez. Je comprends. Allez-y. Donc, comment comprendre le non-engagement, justement, des jeunes. Vous savez, lorsque il y a eu des troubles lors des années, début des années 90-92, avec justement les troubles dans les universités, on a dit, parce que c'est les jeunes qui vont à l'université, c'est les jeunes qui, après le bac, aspirent justement à l'enseignement supérieur et puis décident de fréquenter les universités. Alors, lorsqu'il y a eu des troubles dans ces universités, en 92, ce qui a apporté la réforme universitaire de 92-93, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que celui qui est le père de la nation a dit? Il a dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, parce que justement c'est dans les universités qu'il y avait un peu comme ça se passe dans tous les pays africains, où c'est à l'université que le jeune apprend justement à développer le leadership, à développer l'esprit critique, surtout l'esprit critique, l'esprit critique vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ceux qui gouvernent. Alors il y avait ça, je me rappelle, à Ngouaikele, qui était encore pratiquement l'université mère, et avait ce qu'on appelait le Parlement, où justement les étudiants se retrouvaient et puis essayaient de discuter des choses, des événements de la scène politique nationale. Alors le président a dit à l'époque, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Ça c'est un message fort qu'il a passé justement à la nation. Malheureusement, nos parents ont tellement assimilé cette phrase, au point où c'est devenu un peu leur livre de chevet. Ça fait que quand ton papa t'envoyait à l'université, il t'interdisait formellement de prendre part à des activités estudiantines, du genre justement revendication de ci ou ça. Moi je me rappelle, je suis entré à l'université en 2000. Quand j'arrive à Soir en 2000, on faisait encore cours sur les arbres. Ce n'est pas exagéré de le dire. Pour faire cours en 2000-2002, à l'université de Soir, il fallait arriver au campus à 5 heures, parfois à 4 heures pour aller réserver sa place, pour être dans la salle. Et quand tu arrivais à 8 heures ou à 7 heures 30, tu ne pouvais plus avoir de salle tu ne pouvais plus avoir de place à l'extérieur. Tu étais parfois obligé d'aller te percher sur les petits arbres qu'il y avait tout autour de la salle, de cours. Et puis quand l'enseignant arrive, il parle au mégaphone. Ça te permet quand même de trouver une position plus ou moins confortable là, sur ton arbre ou quelque part à l'extérieur là, pour essayer de copier quelque chose. Alors quand les étudiants revendiquent, dénoncent cet état de choses, on dit non, vous faites déjà de la politique, vous ne devez pas vous mêler de politique. Et nos parents nous martelaient ça. Le président a dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Quand tu vas à l'école, tu ne parles pas de politique. Or, nous savons tous, on a dit, comment est-ce qu'on définit simplement la politique? La politique, c'est la participation à la gestion des affaires de la cité. Aussi simple que ça. Puisque je suis citoyen, je suis supposé être un citoyen, donc je dois participer à la gestion des affaires de la cité. Alors, si le discours présidentiel m'écarte déjà de cette participation-là, parce que c'est de ça qu'il est question, la participation, ça veut dire que, pour répondre justement à votre question, la première cause du non-engagement et non du non-engagement de la jeunesse dans la sphère politique, c'est parce que le pouvoir en place a tout fait pour mettre déjà dans le mindset de la jeunesse que ce n'est pas leur affaire. Il y a donc cette parole. Il y a aussi une autre,
celle-là, elle continue encore aujourd'hui. On vous dit toujours, attendez votre tour. Pourquoi vous êtes pressé? Mais c'est grave ça. C'est assez grave. Pourquoi? Parce que justement, le système en place a construit ce que je vais appeler une élite politique. C'est-à-dire des gens, c'est des figures qui sont dans nos villages, dans nos arrondissements, nos départements, un peu comme disait monsieur le président tout à l'heure, président, parce que son nom me rappelle un célèbre président africain, c'est pour ça que je me permets de l'appeler président. Que le président disait tout à l'heure, en parlant des figures, j'ai même pas envie de dire emblématiques, mais c'est des figures oppressantes, je préfère dire ça, de cette élite-là dans nos villages, où justement quand ils arrivent, c'est eux qui donnent le ton, c'est eux qui décident de qui doit vivre et qui doit mourir, c'est eux qui décident de qui doit travailler, qui doit rester au chômage. J'ai dit tout à l'heure que si votre père n'a pas été un affidé justement de la sphère politique là, vous ne serez jamais rien. Donc ça c'est la deuxième cause justement que je suis en train de lever là. On nous dit attendez votre tour. Vous êtes trop, la jeunesse est trop pressée. On vous dit attendez votre tour. Ça fait que celui qui est là depuis les années 70, qui est au gouvernement, estime que non, il a encore le temps d'être là. Donc un jeune comme moi, qui est né dans le début des années 80, qui est aujourd'hui dans la quarantaine, on estime que non, tu es encore trop jeune pour... Alors que on sait à quel moment est-ce que tous sont arrivés aux affaires. Ils avaient tous moins de 30 ans pour la plupart. On a eu des directeurs généraux de sociétés dans ce pays qui avaient 23 ans, qui avaient 23 ans. C'est ici. Ils sont nombreux, je ne vais pas les citer, pratiquement tous qui sont là aujourd'hui. Il y a le docteur Elé Kamra qui a commis justement un ouvrage là-dessus en parlant d'alternance au Cameroun, où il a fait un travail formidable en relevant justement les âges de toutes ces personnes-là au moment où ils accédaient justement à certaines hautes fonctions de la République. Donc le fait de dire aux jeunes, attendez votre tour, ce n'est pas le moment. Ça fait que les jeunes justement ne s'intéressent pas, parce qu'ils se disent, ah, c'est pas mon tour. On attend peut-être quand on aura 50 ans pour commencer à nous investir en politique. Le troisième niveau maintenant, c'est celui qui fait le plus mal, c'est l'éducation. On n'a pas éduqué la jeunesse à s'intéresser à la gestion des affaires publiques. Du simple fait qu'on n'a pas éduqué la jeunesse camerounaise sur son histoire politique. Je mets au défi n'importe quel historien au Cameroun, comme me disent l'histoire qu'on enseigne aux écoliers, aux élèves au Cameroun. On connaît trop bien l'histoire de Napoléon Bonaparte et puis la politique française, plus que moins que l'histoire de Oumniobé et des libérateurs, des combattants nationalistes et UPCistes. On n'en parle pas. C'est motus cousu. Et puis, je peux comprendre que c'est à dessein, parce que quand le colon part, on a donné une pseudo-indépendance que nous grainons jusqu'aujourd'hui. Ils ont justement la consigne de ne fabriquer que justement des Camerounais ou des pseudo-Camerounais qui vont continuer à faire ce que le colon faisait. Donc actuellement, nous avons à la tête de nos États et dans notre administration des colons à la peau noire qui ne font que perpétuer justement ce que le colon faisait pour qu'il n'y ait pas une certaine émergence justement de la jeunesse. Et pour ça, on réduit l'éducation à sa plus simple expression. Le quatrième levier, c'est la paupérisation de la jeunesse et de la population. Vous avez chaque année un certain nombre de jeunes, vous avez dit tantôt dans votre introduction que la population camerounaise est constituée en majorité de jeunes. Ça c'est vrai, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Et chaque année, comptez le nombre de jeunes Camerounais qui sortent et de nos grandes écoles, le président l'a relevé tout à l'heure, de nos grandes écoles qui ne sont pas intégrées. Déjà on a mis dans la tête de la jeunesse que pour s'en sortir et être quelqu'un dans ce pays, il faut forcément travailler dans la fonction publique. Première erreur. Ça veut dire qu'on n'a pas appris aux jeunes à se prendre en main. On n'a pas appris l'entrepreneuriat aux jeunes. Aujourd'hui, on est en train de vouloir se lever, en train d'essayer de faire du saupoudrage. Mais on n'a pas appris aux jeunes, dès le bas âge, quand on voit dans certains pays qu'à l'école primaire, à côté d'un enfant du CE1, il y a par exemple un champ scolaire. Mais ils sont combien? On parle de cacao, mais un enfant n'a jamais vu la fève de cacao. On lui parle de certaines cultures, mais il n'a jamais vu ça avec ses yeux.
Donc, on n'a pas appris l'entrepreneuriat à la jeunesse camerounaise. Et du coup, quand ils arrivent à un certain niveau, d'études, ils ne peuvent pas être recrutés par la fonction publique. Et deux, ils n'ont pas appris l'entrepreneuriat. Alors, ils sont pauvres. Entre-temps, on a fait des enfants. On sait quand même, puisqu'il faut bien vivre socialement. On a fait des enfants, on a pris femme. Il faut bien se loger, il faut nourrir cette famille qui est en train de se constituer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on rentre dans l'informel. Voilà comment l'informel se développe. Il faut chercher chaque jour la pitance pour pouvoir nourrir justement cette famille. Et du coup, vous ne pouvez plus vous intéresser. Un jeune qui est dans cette situation ne peut pas s'intéresser, ne peut pas s'impliquer, ne peut pas s'engager en politique. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, mais le temps que quand le président Tombaba va appeler pour dire, vraiment, organisons-nous pour revendiquer tel aspect de la chose. On n'a peut-être pas l'eau dans notre quartier. C'est un problème politique. Organisons-nous pour revendiquer l'eau dans notre quartier. Le gars va dire, mais vraiment, le temps que je vais perdre pour aller soutenir, pour mettre ma voix là, je peux chercher de quoi nourrir mes enfants. Si je perds une journée à aller à cette manifestation, ou à cette conférence, ou à cette réunion, mes enfants vont faire comment pour manger le soir? Je vais faire comment pour payer le loyer à la fin du mois? Donc, volontairement, le système a paupérisé la population pour qu'elle ne s'intéresse pas à la chose politique. Maintenant, je vais chuter par là. Le dernier aspect, c'est l'autre cause, c'est nous-mêmes les jeunes. Les jeunes, malheureusement, ne se forment pas, ne s'éduquent pas. Et ça, si on a beau vous interdire, alors vous éloigner d'un certain nombre de connaissances, mais vous-même, lorsque vous avez un minimum, vous dites, je vais connaître. Vous avez vu quand il a dit tout à l'heure que c'est en 2018 qu'il décide de s'engager. Il prend sur lui de dire, je vais lire ça, je vais lire ici. Mais chez nous, c'est vrai qu'on fait tout pour nous empêcher justement d'accéder à la connaissance. Mais nous devons braver ça. Le jeune doit braver ça. Le jeune doit s'éduquer pour comprendre justement comment est-ce que ça fonctionne, la politique. La politique, ce n'est pas la sorcellerie qu'on fait dans nos villages, qu'ils appellent politique, ou quand tu veux parler, on prend un petit quelque chose, on te met dans le verre, tu bois, et puis on dit, ah, c'est à cause de la politique qu'il est mort. Parce que justement, ils font tout ça pour entretenir le spectre de la peur. Quand tu vas voir qu'il y a un qu'on a éliminé justement parce qu'il voulait s'intéresser, alors tu dis non, je ne peux plus m'investir dans cette histoire. Il y a une autre célèbre phrase qui court, je veux voir mes enfants grandir. Donc il y a autant de choses qu'on a créées dans la République qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui ont peur de s'engager en politique. Mais si aujourd'hui nous sommes là on va peut-être revenir sur les solutions après pour qu'on parle. On va le faire en une minute. Donc je préfère m'arrêter là. En une minute, tout à l'heure, le temps de permettre à El Hadji Maïriga Ibrahim de jeter son regard, lui qui a débuté très jeune justement à militer et qui aujourd'hui regarde justement cette jeunesse qui n'a pas la même opportunité, qui n'a pas moyen d'avoir accès comme ça a été au début. Vous, quand vous aviez commencé, il y avait moyen d'écrire au président du parti qui s'avère être le président national après, sans difficulté. Aujourd'hui, accéder même simplement au comité, c'est une autre paire de manches. Deux périodes bien différentes entre celles que vous avez connues et ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces jeunes-là sont naïfs et qu'il faille s'adapter au nouveau monde qu'on a créé, ou bien qu'ils peuvent briser toutes ces barrières-là et recréer un autre monde qui leur ressemble un peu plus? Justement, je vous ai dit merci, je vais me passer la parole. Parce qu'après l'intervention de mon compagnoniste tout à l'heure, il a essayé de toucher, c'est vrai, les causes. Parce qu'on voit d'abord les causes, d'où nous sommes partis. Parce que nous, notre génération, on a connu d'abord Aïdjo. Où fait de la politique, on disait, les parents disaient, tu prononçais le nom d'Aïdjo, c'était un mystère, on tenait ta bouche, les lèvres, on tire. Non, il comprend. C'est-à-dire, et deux, faire la politique pour eux, c'est mentir. Oui. C'est où nous avons commencé à comprendre le mot propagande. Quand tu parles à un papa, il dit, ah, il vient me faire sa propagande. Donc, pour une façon de tromper. Justement, vous voyez, nous sommes partis de là l'arrivée du président Paul Biya, pour faire vite, n'est-ce pas, avec les libertés qu'il a données. Il a prôné, n'est-ce pas, le multipartisme. Donc, il y a eu quelque chose comme ça, comme une volonté de la jeunesse universitaire, il a dit, mon panéliste, et c'est vrai, parce qu'il faut penser à ce période. Quand le président dit avec le mouvement, qui a même fait, n'est-ce pas, la création des autres, l'éclatement de Ngouakele. Parce qu'il y avait une jeunesse dynamique. C'est cette jeunesse-là qu'on retrouve aujourd'hui en Europe, qu'on taxe de
De basse de basse et tout, oui. C'est une partie de ces jeunesses-là qui ont grandi là-bas, qui sont partis avec le cœur. Parce que quand j'entends le nom banni aujourd'hui en football, il y avait des bannis dans les universités du Cameroun. C'était des jeunes courageux. On a collé beaucoup. Oui, on a collé beaucoup. Comment on appelle là? Des accusations par-ci par-là, déstabilisation et tout. Ce qu'on n'a pas commencé aujourd'hui. Ils sont partis du cadre universitaire. Le président Soré, il a dit, c'est vrai, d'où les choses ont commencé à flancher pour la jeunesse. Quand il dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciennes. Cela voulait dire quoi? C'est-à-dire, c'est demander à une jeunesse de vous intéresser à votre étude, c'est tout. Même dans le cadre universitaire, où c'est le laboratoire quand même d'un pays où on recrute les premiers révolutionnaires. Quand tu entends l'histoire de Blé-Goudé, l'histoire de, comment on appelle, Soro, qui vous dit, il sortait les tables bancs, il se tient là, il harangue la foule au niveau du lycée et tout. C'est là où on commence à trouver des jeunes dynamiques qui pensent au changement. Parce que faire la politique même en elle-même, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est soucieux de la justice, du bien-être des autres. Quand il voit une injustice quelque part, il commence. Le syndicalisme, comme la politique, c'est ça. Et ça vient souvent comme ça, spontanément. Ça n'est pas dans l'esprit d'une personne et il devient leader. Donc, quand nous passons, n'est-ce pas, en ce temps, vous avez vu quand même tous les mouvements qu'on a eu ici au Cameroun. C'était mené de mettre par des jeunes. Parce que dans aucun pays au monde, si on veut un changement, une révolution et tout, c'est par la jeunesse. D'où alors, n'est-ce pas, les dirigeants actuels ont compris. En laissant faire cette jeunesse, quelque part, ça risque, n'est-ce pas, nous rattraper tôt. Donc, ils ont mis une politique de faire croire à la jeunesse. La politique peut être un tremplin pour vous. Mais pas en vous situant devant. C'est en ralliant, d'où les premiers vont commencer à sortir le parrainage. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On te dit, toi, jeune étudiant, à l'ENAM, universitaire et tout, trouve-toi un parrain quelque part. Le parrain veut dire qu'un vieux qui est déjà assis. Et l'affaire aussi des partis, on vous désigne des personnalités, tapis à Yaoundé, qui ont demandé d'argent, on vous dit que c'est des personnalités ressources. C'est eux qui relaient les choses, n'est-ce pas? Ils vont dans les villages, ils trouvent les jeunes des villages qui sont fonctionnaires quelque part. C'est-à-dire, pour réussir, on vous dit, c'est-à-dire, allez vers ce monsieur-là, c'est lui qui peut porter votre nom, amener quelque part, pour que vous deveniez quelque chose dans la vie. Les nominations, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, la plupart des jeunes fonctionnaires, étudiants et autres fonctionnaires déjà en poste, ils sont obligés de s'approcher quelque part. Si vous ne les voyez pas avec des insignes impossibles sur eux, ils vous disent que nous sommes du groupe de tel. Il suffit d'une cérémonie au village ou quelque part. On les recrute, c'est eux qui sont censés et ils sont même en plus. C'est-à-dire les destructeurs de ces jeunesses qui ont une petite volonté. Allez dans le cadre des universités, des grandes écoles. Vous trouvez des étudiants là-bas qui sont là pour juste remonter, voilà, tel qu'il y a des relents, vous voyez un peu. Ils ont des indices, c'est comme ça. Donc, je vous assure, et c'est comme ça même dans les grands ministères. Donc, la jeunesse aujourd'hui, moi je me dis, le jeune est un danger pour le jeune. C'est-à-dire, on essaie de confronter les généraux. C'est-à-dire, les jeunes entre eux. Ouais. Ceux qui se sont laissés faire, n'est-ce pas, non? Prise, n'est-ce pas, non, dans cet angle parce qu'ils trouvaient ça comme un sinecure. Pour eux, n'est-ce pas, gagner facile en passant par un réseau de parrainage, en détruisant les autres. Il a cité quelque chose, là tout à l'heure. Quand vous voyez tout ce qui tombe sur la tête des jeunes comme Samuel Oto aujourd'hui au Cameroun, vous comprenez quoi? On monte des jeunes, c'est-à-dire des intellectuels. On monte des jeunes à faire croire qu'il n'a pas le droit de contredire, de dire non, ceci est noir. Faisons ça comme ça. Prenez le cas de Cabral Libye, où c'est les jeunes même qu'on monte, qui sont là dans les réseaux sociaux, ils écrivent de tout et de rien. Mais c'est où moi j'interpelle la jeunesse. Je vous ai dit que nous sommes arrivés dans ce cadre-là à l'époque où les parents nous disaient, vous êtes dans le grand parti politique, le parti politique c'est comme une caisse à outils, n'est-ce pas, non, du chef de l'État, parce que vous allez faire carrière là-dessus. Ils nous prenaient, ils nous conseillaient, ils nous disaient comment il faut faire, n'est-ce pas, parce que vous allez gagner en aidant le chef de l'État, dans l'honnêteté, en sensibilisant les gens, en montrant le bien-être, n'est-ce pas,
d'appartenir, n'est-ce pas, à un groupe. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On montre seulement à cette jeunesse, tu peux devenir riche vite. Mais voyez cette nomination. Quelqu'un au niveau de l'ENA monte le nom. Mais ils oublient qu'ils sont en train de se faire mal. Pourquoi? Parce que ce grabataire, les personnes qui nous disent aujourd'hui, ont déjà de petits-fils qui sont déjà fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils sont cachés. C'est eux qui vont les remplacer demain et vous allez toujours rester leurs esclaves. Donc c'est pour ça que nous appelons. Nous ne demandons pas à la jeunesse de brûler, d'avoir ce courage-là. Parce que sinon, rien ne peut. C'est pas nous là. Moi, si je me regarde de courir d'ici 5 mètres, je vais tomber là. 6 mètres, je tombe. Mais vous, jeunes, n'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte. Vous allez rester des esclaves, des enfants de ces personnes-là, qui sont déjà, qu'on va préparer. Bientôt, vous allez voir. C'est les enfants qui vont s'accaparer du pouvoir. Donc, si cette jeune-là, vous n'avez pas cette volonté de pouvoir faire bouger les lignes, dites-leur, nous sommes des enfants de pauvres, parce que eux, tous, du président de la République, à tous ceux, dites-moi qui, son père a été milliardaire au Cameroun. Ils ont profité du système mis en place, n'est-ce pas? Ils ont fait de bonnes écoles, on les a envoyés en Europe, ils sont rentrés. Donc, c'est pour ça que, et notre panéliste a dit quelque chose de très sérieux. Ayuk James. Ayuk James, il a parlé, j'ai toujours répété ça. Tant qu'on n'arrive pas dans nos pays africains, au Cameroun en particulier, de démystifier, il a parlé sur démystifier la fonction, que ce soit à partir du président de la République, en descendant, qu'on revienne dans une république. Quel est le rôle d'un président de la République? Est-ce qu'un président de la République, c'est un mystère? C'est un Dieu tout-puissant, on ne peut pas contredire sa parole. Tant qu'on n'en arrive pas là, on vous dit qu'un ministre, parce que quelqu'un a dit non, le ministre a mal fait, on peut faire comme ça pour s'entendre. On vous dit c'est le manque du respect à l'État, c'est ceci. Non. Nous avons vu dans notre pays quelqu'un qui tire un président, il gifle même. Qu'est-ce qu'on a fait déjà dans 3 mois? Les gens interpellaient le président dans le truc, comment on appelle, le truc d'agriculture qu'ils font là. Quelqu'un dit au président ce qu'il veut, comme il pense. Le président, il écoute. Mais tant que vous mystifiez tout, quand on parle, vous dites, vous êtes des Bantous. Les gens oublient même qu'il y a aussi des Saheliens aussi au Cameroun. Donc nous sommes des Bantous, on ne parle pas de la succession du chef pendant qu'il est là. Le chef est déjà fatigué. Les gens autour de lui profitent. Vous, jeunes, vous ne faites rien. Vous êtes là à attendre juste des petits prébendes de gauche-droite, où tel est ministre, tel est directeur ici, il vient au village, il vous distribue des petits trucs. Vous restez, vous attendez, il doit amener votre tournoi à Yaoundé, il va vous faire gagner un marché public, au détriment de vous et de vos enfants futurs. Donc, la jeunesse au Cameroun, je te dis, c'est une thématique, quand tu m'as envoyé ça, j'ai dit, voilà. Les jeunes doivent comprendre, et ils sont plus nombreux. Dans d'autres pays, quand il y a un problème social qui concerne le pays, la bonne marché du pays, à partir du lycée. Quand vous voyez dans les pays européens, ils ont peur que les lycéens se mêlent. Ouais. Les enseignants, c'est passé ici. On tabassait les enseignants un peu partout là. Mais qu'est-ce que les lycéens ont fait? Imaginez que si dans toute la République, les lycéens avaient pris la route pour dénoncer, dire non. Mais quel est ce régime qui ne peut pas bouger? Mais chaque parent dit, restez là. Donc, il faut une prise de mentalité. Oui, il faut une prise de conscience de la jeunesse. Sinon, tant pis pour vous. Les petits-enfants qui cachent dans des maisons, dans des bureaux, d'autres même qui ont la chance de travailler déjà, d'autres qu'on n'a jamais vu nulle part, viendront vous gouverner. Nous ne serons pas là. Vous allez devenir des esclaves d'au moins 100 ans. Donc réveillez-vous. Donc la solution pour vous, c'est une prise de conscience. Tout à fait normal. Sans brutalité, avec beaucoup de sortez, manifester. C'est un éveil d'abord personnel. Si oui, personnel, que chacun se dit non. Je veux un changement. Nous avons accompagné ce papy. Donc nos parents ont souffert. Nous là, notre génération là, nous disons non. Non, c'est non, nous voulons le changement. Oui, que les enfants de pauvres aussi, comme eux ont profité, deviennent aussi quelque chose dans ce pays. À ne pas détruire. Cabral Libé, maintenant seul, tu le vois avec le Boubou, il est dépassé. Mais c'est vrai, il a abandonné à lui-même. Si la jeunesse s'est mobilisée derrière lui, pour dire non, pourquoi vous détruisez ces jeunes-là?
Bon, on ne va pas également, pas pour prendre ce cas de figure, on ne va pas aussi suivre quelqu'un pour suivre, parce qu'il est jeune aussi. Je crois que c'est une seconde. C'est que vous enchaînez, parce que je suis déjà en proposition. Donc si vous prenez la parole, c'est que vous enchaînez, vous jouissez de votre minute et puis je passe. Bon, allez-y. Là, ça va? Allez-y, ça va. Donc vous m'empêchez d'ajouter certainement. Parce que je voulais révéler le fait. Je vous donne la parole, mais je vous dis d'enchaîner. En fait, tu veux faire des réunions sur la politique avec les jeunes. Ils acceptent de venir participer à la réunion, ils font d'excellentes propositions. Mais ils disent, nous voulons voir notre nom nulle part. Voilà. Donc, vous faites comme si on n'était pas là. Vous pouvez faire une réunion à ça. Tout ce que vous voulez. Ils ne veulent pas voir les noms. Ils ont des idées. Ils ont la peur. Et cette peur, justement, on dit, vous connaissez tel, il est trop puissant. Voilà. Si tu parles, il va te broyer. Il va c'est ça. Donc, je crois que c'est cette mentalité-là qu'il faut aujourd'hui. Voilà. Et vous pensez qu'on peut réussir à traverser ça comment? S'il fallait trouver une stratégie, on réussit à braver cette porte. On a toujours raconté l'histoire de, je ne sais pas si c'est Neisek, bon, le colibri, ou c'est la colibri? Le colibri, voilà. Qui est un animal sauvage. L'anecdote dit qu'il y a eu un feu de brousse un jour. Un feu de brousse. Et tous les animaux de la forêt fuyaient. Et la girafe, et les éléphants, et les lions, tous fuyaient. Et le colibri était là quelque part, il crachait de sa petite salive sur le feu. On lui disait, mais monsieur le colibri, c'est ridicule ce que tu fais. Je pense que ta salive là peut tuer ce feu de brousse, c'est impossible. Il dit, je fais ma part. Donc moi je dis, si aujourd'hui, chaque jeune se disait, et si tout le monde faisait comme moi, et si tout le monde s'engageait, et si tout le monde, on pourrait arriver à quelque chose. Que de continuer à jouer leur jeu, que de continuer si vous voulez soutenir le narratif, on ne peut pas, ils sont trop forts, ils sont trop forts de quoi? De trop forts de rien du tout. Donc j'ai dit, surtout, et si on fait de la bêtise, si on fait de la casse, si on fait de n'importe quoi, ça va encore une fois servir leur logiciel. Ça va leur donner une raison de nous museler et nous détruire. Donc on peut, de manière intelligente, s'organiser, participer à la politique et faire ce qu'on peut de manière honnête, républicaine et citoyenne, et ça peut marcher. Ça, c'est ma position. Henri Oscar Menguédé, la vôtre, des suggestions pour contourner tout ce que vous avez cité. Lui, il parle de la peur. Vous avez évoqué également d'autres raisons entre la paupérisation et tout le reste. Comment réussir à ne plus dire je veux voir mes enfants grandir? Comment réussir à se dire que oui, je veux voir mes enfants grandir, mais à ce rythme, ils ne mangeront pas. Donc, il faut que je me bouge. Comment réussir à transmettre ce genre d'énergie? Parce que c'est une énergie. Si ce n'est pas ça, je ne suis pas sûr que tout le monde ait la même capacité et la même énergie. Donc, comment réussir à réveiller cette jeunesse comme vous souhaitez la voir en mouvement? Eh bien, Rosalie, sans vous donner de leçons sur la composition du panel de ce soir, s'il y avait eu un militant du RDPC sur le plateau, il vous aurait servi ceci. Je me mets un peu à leur place. Non, il est là, mais il n'est pas la qualité là, c'est pour ça, je sais bien qu'il est là, mais il n'est pas la qualité là. Non, je rassure, là, il y a un militant du RDPC sur. Mais il n'est pas la qualité. Il est le bon militant des partis politiques que nous aimons voir. Alors s'il y avait l'autre qualité qui écume les plateaux là, mais le président a pensé à tout pour inclure les jeunes dans les sphères politiques. Le président a mis en place le Conseil national de la jeunesse. C'est ça, quand même. Le président a mis en place le Parlement des jeunes. On allait vous citer ne serait-ce que ces deux exemples. Le président a mis en place certains programmes économiques pour justement renforcer l'entrepreneuriat des jeunes. Je vais parler de PTS, je vais parler de Piazzi, je vais parler de la pléthore de programmes que le président a mis. Mais le président a mis en place tous ces cadres-là pour amener les jeunes justement à se prendre en main, à s'insérer facilement dans la société. C'est ce qu'ils allaient nous servir ce soir comme élément de réponse, comme solution justement à la non-implication, non-engagement des jeunes dans la sphère politique. Mais qu'est-ce que nous
disons, quand on crée une histoire comme le Conseil national de la jeunesse, j'appelle ça histoire, hein. Vraiment, les Camerounais vont m'excuser, mais pour moi c'est une histoire. Parce que quand on voit comment cette histoire-là est créée, et comment est-ce que c'est géré, le jeune n'a que ses yeux pour pleurer. Quand moi je vois un jeune qui s'engage dans ce machin, je dis, mon Dieu. Bon, si il y a un autre militant de SNCF, il me dit que c'est une institution créée par le président de la République que tu appelles machin, et puis il allait sortir. Bon, mais maintenant, je ne vais pas... pour moi, comme solution, pour que le jeune s'engage dans la politique, il faut déjà que le jeune accepte de s'assumer. Accepte de s'assumer comme ignorant de la chose politique. Parce que quand vous savez que vous ne connaissez pas, vous êtes mu par le désir d'apprendre. Donc il faut que le jeune s'assume déjà comme ignorant pour qu'il accepte d'apprendre. Il faut que le jeune s'éduque. Il y a un jeune qui me disait hier, j'étais sur un plateau, il me disait, mais vous voulez vous appeler les jeunes à aller s'inscrire, mais c'est pour voter qui? Quel est le jeune là qui nous montre véritablement voici la voie qu'il faut suivre? Je dis, mais ça c'est une grosse bêtise. En fait, le changement ne peut intervenir que par toi. Ce n'est pas Cabral Libi qui va amener le changement. C'est le jeune. C'est chacun individuellement qui va apporter le changement. Ce n'est pas Cabral Libi qui apporte le changement. Cabral Libi peut avoir ou un autre, je sais pas, un autre candidat à l'élection présidentielle. Peut avoir le plus beau programme, ou bien, je sais pas, ou moi, comme ça, candidat à la mairie de Kola, je peux avoir n'importe quel bon programme, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas Menguele qui va apporter le changement à la mairie de Kola. Non! C'est chaque jeune pris individuellement qui décide de s'engager et de changer qui va changer, qui va apporter le changement. Ce n'est pas le jeune. Donc, il y a déjà ce problème d'éducation, il y a cet engagement citoyen, parce qu'il faut cultiver, et je reviens toujours à la notion de citoyenneté. On n'a malheureusement pas de citoyens chez nous. Certains peuvent prendre ça comme une insulte, mais on n'a pas de citoyens au Cameroun. Du moins, ils sont très peu. Puis encore dans la jeunesse, il n'y en a pas. Le citoyen, c'est celui qui est conscient de son devoir et qui sait quels sont les moyens à entreprendre pour justement accomplir son devoir. Un citoyen n'est pas seulement là, parce qu'on entend beaucoup plus parler des citoyens lorsqu'il faut aller mettre un bulletin dans l'urne, et puis c'est là on entend parler du terme de citoyen, mais c'est faux. Encore une fois, on nous donne une définition de la politique qui est tout à fait fausse. Le citoyen, c'est celui-là qui s'intéresse. Si j'ai un problème, dernièrement, on avait un problème d'augmentation des prix du carburant. Vous avez vu que ça a impacté sur tous les autres maillons de la vie économique. Que la ménagère à la maison se sente impliquée lorsqu'il y a une hausse du prix des carburants, parce que ça va impacter sur le panier de la ménagère. Mais si elle reste chez elle pendant que les taximens sont en train de grever parce que on a augmenté le prix sur le litre du super du gasoil, l'enseignant reste à dire c'est l'affaire des taximens, ça ne me concerne pas. La ménagère dit c'est l'affaire des taximens, ça ne me concerne pas. Et dans chaque corps de métier, lorsqu'il y a un élément qui va pourtant impacter sur les autres corps de métier, chacun reste tranquille sur lui. Tant que ce n'est pas encore arrivé à son niveau, il ne bouge pas. Et ça, c'est parce qu'on manque de culture citoyenne. Il faudrait que le citoyen comprenne que tout élément qui touche à la vie sociale et économique peut m'impacter. Pas seulement moi, parce que ça, c'est aussi autre chose. Il faudrait qu'en s'éduquant, qu'on comprenne que les combats que nous menons aujourd'hui ne sont pas en fait des combats pour nous-mêmes. Ce sont des combats pour des générations futures. C'est pour ça que les autres ont parlé de développement durable. Le développement durable, c'est juste assurer les éléments de son propre développement, tout en s'assurant de ne pas obliger les générations futures à s'occuper eux-mêmes de leur propre développement. D'accord. On prend également vos propositions, Ayoub DMC Bot, pour avoir cette jeunesse un peu plus engagée. Vous avez démarré avec ce propos-là. Allez vous inscrire, allez vous inscrire. Mais au-delà, il faut déjà comprendre ce que ça représente. Est-ce que dire seulement aux gens tous les jours, allez vous inscrire, ils ont la question qu'il a envoyée tout à l'heure. On s'inscrit pour voter qui? Puisque en face, justement, c'est pourquoi j'ai mis ce sujet en débat aujourd'hui, on ne ressent pas ce leader-là, celui qui sort du lot, celui qui donne le ton, celui qui donne envie. Parce qu'il faut également avoir ce genre de stimulant en face de soi pour avoir envie de se déshabiller. Si tu n'as pas de stimulant en face de toi pour déclencher l'envie, le reste ne sert à rien. On est toujours dans le thème. Alors qu'est-ce qu'on fait?
Rosalie, le changement. Rosalie, le changement. Monsieur Mengele, je ne suis pas responsable de vos fantasmes. Non. Enfin, voilà notre Voilà, je ne suis pas responsable de vos fantasmes. Rosalie, le changement est plus évolutif que révolutionnaire. Ça veut donc dire que ça part d'abord sur le plan individuel. Vous devez vous développer. En anglais, on va dire you have to develop, change your mindset. Tu dois grandir mentalement. On a compris par les grandes œuvres avec les petites connaissances. La culture politique, comme El Haj disait, j'ai l'habitude de dire au Cameroun à certaines personnes que non, le RDP ce n'est pas fait uniquement des monstres. Il y a les hommes vraiment de grande valeur au sein de RDPC. Mais sauf qu'ils sont tellement minoritaires. Ce qui fait que c'est difficile de les identifier. Je dis ça. Il faut une bonne éducation de la culture politique. Et ça dans le livre de fédéralisme communautaire, on parle de la morale politique. Nous devons sortir de la psychologie politique à la morale politique. Chaque jeune qui veut s'engager dans la politique, il doit d'abord avoir la sagesse, le discernement, pour discerner entre la psychologie et la morale politique. Sur quoi il doit s'engager. C'est facile. C'est facile, c'est juste que, comme je disais, le système a créé beaucoup de mouvements qui est censé distraire, qui distraient, mettre les jeunes se jettent, mais ils doivent comprendre que, comme lui, je pense qu'il a commencé ici. Ouais. Moi, j'ai commencé ici. Ce que je suis, je ne suis jamais sorti hors du Cameroun. Donc, c'est d'abord un engagement personnel. La foi et la conviction. L'environnement d'abord. La République, comme je le dis, je dis bien, c'est une société ouverte et créative. Donc, ce n'est pas les histoires d'héritage ou bien de succession n'existent pas dans la République. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, chaque individu, là où, peu importe là où il sort, il peut sortir dans le bas fond. Même dans une famille qui n'a rien. On dit en anglais, tu lis from grass to grace. Il peut devenir le président de la République. Il n'est pas forcément celui qui sort dans une famille où il est encadré par tout le monde. Non, ce n'est pas ça la République. La République, c'est une société, c'est une nation qui est bâtie par des génies. C'est différent des autres monarchies et le reste, ou les monarchies constitutionnelles. Donc les jeunes doivent se rapprocher de ceux-là. Moi je suis toujours, quand là je suis toujours sur votre plateau, je le suis toujours quand je suis à la maison à 17h. Moi je le connais, je le suis toujours. Merci. Donc on a besoin d'avoir l'enseignement. L'éducation n'est pas l'enseignement. L'éducation est différente de l'enseignement. D'accord. Donc on a besoin de s'éduquer à la culture politique des jeunes. Tu n'as pas toujours besoin d'être dans la foule. Tu peux te retirer. Il y a des livres. Le monde est ouvert. Je ne comprends pas comment on va dire qu'il faut quelque chose pour exciter un jeune. Non. Ceux qui jouent des jeux à hasard par-ci, par-là, ils montent, ils descendent là. C'est quelqu'un qui leur pousse d'aller, de faire ça. Est-ce que c'est quelqu'un? Au contraire, c'est quelqu'un qui doit les pousser d'aller avoir la connaissance de ce qu'il veut faire. Non. Prise de conscience. Mais c'est une prise de conscience collective de toutes les jeunes. D'accord. Il y a quelque chose que le changement que nous voulons au Cameroun, parce qu'on ne peut pas casser, on ne peut pas prendre les gens. C'est un changement que le fondement est la justice. Parce que nous voulons changer dans la paix. Donc le fondement c'est la justice. À chaque jour tu rencontres quelqu'un, peu importe son rang social, peu importe la vie de son, même son père, il te parle de quelque chose qui n'est pas juste, dis-lui que non. Il faut avoir le courage de dire non devant un démagogue. Quand il te dit ce qui n'est pas juste, dis que non. Accepte de rester en famille. Au lieu d'aller aller manger des rêves, non, dis-lui que non.
Parce que c'est ce sacrifice-là qui manque aux jeunes. À chaque fois, on dit que je vais boire. Il y a une femme là-bas, j'ai une fille, quand il y a la colle, ils ont créé la brasserie la colle, le sexe, la cigarette, voilà les choses qui préoccupent des jeunes. Est-ce qu'on change un pays? Je vous ai dit qu'un pays, on change un pays par évolution. Que par révolution. Tu peux prendre les arbres. Donc les jeunes sont occupés à boire, à fumer, à avoir des rapports sexuels débridés et tout le reste, à se droguer. Donc du coup, pour vous, il faudrait qu'ils aient conscience. D'accord. C'est un problème individuel d'abord. D'accord. Tu d'abord ton environnement et en plus, avant de se mettre dans un groupe, que tu connais exactement là où tu pars. Quand tu vas. C'est ça. On va faire parler quelques téléspectateurs avant de poursuivre cette émission. Bonsoir Rosalie, dites au monsieur du CAC là que ici à Ebebda on n'a pas de lumière alors que la Sanaga passe ici. On vous attend en 2025. C'est Ngoneton qui écrit bonsoir Rosalie. Vous voyez ce que vous faites souvent. Quand je vous dis que faites des petits messages pour permettre à tout le monde de passer. Quelqu'un fait un message long comme ça. Quand je ne vais pas lire, il va m'écrire à Nipé pour dire que maman c'est comment. Tu ne lis plus mes messages. Je vous supplie tous les jours, aidez-moi à vous aider. Bonsoir Rosalie, ma célèbre Amazone, toujours jolie, pleine d'énergie et surtout j'aime la bonne humeur que tu diffuses sur tes plateaux. Parlant de la vie politique au Cameroun et singulièrement pour l'année électorale 2025, le renouveau s'arrange et a véritablement verrouillé le jeu électoral. Regardez le discours autour des inscriptions sur les listes électorales. Écoutez le discours du MINAT. Regardez les conditions supplémentaires inexplicables qu'on impose à ceux de la diaspora pour pouvoir s'inscrire. Regardez les menaces et intimidations que subissent les leaders de l'opposition. On ne laisse pas s'exprimer, ni organiser des réunions et manifestations publiques. Tellement ingénieux, le renouveau pourrait proroger le mandat des députés et conseillers municipaux. Et vous connaissez les conséquences pour certains leaders de l'opposition. Pire, une rumeur court sur une désormais preuve de militantisme de 3 ans dans un parti politique. Si on veut se porter candidat à l'élection présidentielle, comme ça, ceux qui empruntent les partis politiques pour être investis là ne peuvent plus, car ils sont même parfois menaçants. Le cas de Cabral. Vraiment, nous sommes bloqués et même maudits. On peut croire. L'avenir est vraiment sombre. Ce qui décourage vraiment l'engagement politique. C'est Pascal depuis PK12 à Douala. Justement, si tout se passe bien, ce sujet sera à l'ordre du jour demain dans le cadre de cette émission. Bonsoir à tous les panels. Monsieur Oscar a déclaré opération L'équipe est debout. 6 parties de l'Obo pour mon télé circuler normalement dans tout le département est un calvaire à cause de l'état des routes dégradées. On ne saurait parler de L'équipe est debout. Daniel Camille. Bonsoir madame, vous avez la bonne définition de la jeunesse, ça s'arrête à 35 ans. Après cet âge-là, c'est l'imposture. Bonne émission à vous, c'est monsieur Dino depuis Yaoundé. Le Cameroun ne peut changer que si l'on élimine toutes les générations actuelles jusqu'au moins d'1 an. Bonsoir, grand soir. Juste vous demander si ces gens-là vous écoutent avec toutes sortes de débats que l'émission du grand soir a déjà eu à déballer ici des années sur votre plateau, en politique, en sport, en santé, en culture et autres. Est-ce que ces dirigeants périmés là même vous écoutent? Ils auraient déjà rectifié beaucoup de choses. Bonsoir. Les jeunes ayant compris cette mauvaise façon de faire se sont retirés du champ politique afin de préserver leur vie. C'est monsieur Essomba. Bonjour à vous sur le plateau, Madame Rosalie. En vérité, si on fait l'élection des présentatrices au Cameroun, tu seras la première. Selon le chancelier depuis le chancelier depuis Boumier-Bel. Merci. Bonsoir le panel. J'apprécie la thématique de ce soir. Ceux qui nous gouvernent sont des sorciers et ils n'aiment pas les jeunes, c'est tout. Ils aiment partager le butin entre eux, les vieux FOMO. Le FOMO Gabriel depuis Garoua qui nous écrit. Bonsoir madame, vous êtes belle à l'antenne. Je suis en train de suivre les instructions que vous êtes en train de transmettre aux hommes. Bonsoir monsieur Wambalda. C'est un plaisir de vous savoir devant le petit écran ce soir. Quelle belle leçon ce soir. Merci de bien vouloir laisser les militants du RDPC là. Il se trouve là où il se trouve. En faisant preuve d'élégance sur le plateau. Étienne Médio depuis et Bolova qui trouve qu'on est mieux comme ça. Bonsoir Rosalie, bonne émission. Madel Bertrand depuis Douala. Les jeunes sont intimidés par le régime des vieillards de Yaoundé, mais quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever et la jeunesse prendra son destin en main en 2025.
Autre réaction, bonsoir Rosalie à ton panel. Les jeunes aujourd'hui sont irresponsables. Ils sont plus versés dans les jeux de hasard, l'alcool, la tricherie, les faux diplômes et manifestent trop de précipitation à vouloir gérer la chose publique. Les jeunes veulent le pouvoir sans avoir au préalable un projet politique fiable et convaincant, pouvant avoir un impact positif dans la vie des citoyens. Les jeunes doivent d'abord retourner à l'école de la gestion des choses publiques, à l'école de la morale, à l'école de l'apprentissage. Ainsi, le chemin sera favorable, quelles que soient les difficultés. C'est Monsieur Bama qui nous écrit. Bonsoir, chers hommes et femmes politiques sur le plateau. Je suis Julien Tiama depuis Hawaï, Yaoundé. Je me base un peu sur le thème du désengagement des jeunes dans la chose politique de ce pays. Croyez-vous qu'ils déclinent de la chose où ils sont forcément consciemment ou même inconsciemment d'être à la marge? Je ne crois pas. Ils sont juste dans une société qui parle construire un pays sur des bases de la jeunesse, mais pourquoi sur cette table politique, l'on ne retrouve pas quelqu'un de cette tranche d'âge dite jeune? Ah bon? Donc quand vous regardez ce plateau, vous n'avez pas vu de jeunes. Ça veut dire que vous devez porter des lunettes comme moi et doubler l'épaisseur, hein, parce que les miens avaient le niveau là, moi j'en vois. Donc peut-être il faut augmenter l'épaisseur de vos lunettes. Cette société a été obligée de les accepter, je crois, parce qu'ils en font partie. Ils se disent que leur voix ne changera rien. Pourtant, elle peut changer plusieurs choses, de la peur au silence. Ils se sont juste laissés masser par l'idéologie de vouloir voir grandir leurs enfants, mais ils devront aussi choisir, soit de les voir grandir ou réussir. La jeunesse peut et elle doit. Il s'agit juste d'un combat de conscientisation et de prise de position. Je suis totalement d'accord avec M. Henri Oscar Mingede sur son point de vue. Et j'ajouterais que dans nos grandes écoles politiques et administratives, il faut greffer dans les têtes des jeunes l'idée selon laquelle il faut d'abord travailler pour son pays. S'éduquer et briser le cercle de la peur, c'est de là que part l'essence même du patriotisme. Autre réaction. C'est bleu nuit en ce début de semaine pour éviter des rêves cauchemardesques. Ibrahim qui hier m'a fait des infidélités nutritionnelles, du bon mouton arrosé du bon Bordeaux. Oscar lui aussi dans un bleu nuit pour une vie paisible dans du bon matango de son village. Richard répue du bon mouton mais toujours dans des gémissements attendant la tenance systémique et qui est la Rosalie sans épines au Sombok. Le cabri a été égorgé et bien dégusté chez Paco et affidé du grand R, c'est Massop Thomas. Dans un système de l'oligarchie et de la gérontocratie, l'avenir des jeunes n'est pas rose. Vous n'avez qu'à voir des jeunes comme Pius Otou, Ateba et Yéné dénonçant des malversations d'un système cancérigène avec acrimonie. Malheureusement, ces gérontocrates, dans un caractère infâme, cynique et violent, ont préféré les conduire dans le cimetière d'en face. Je n'oublie pas mon ami député Oyono, qui lui aussi, à l'image d'Adama Maudit, a subi des foudres démoniaques de ces vieux hiboux, ne voulant pas vivre la tenance systémique. Pour eux, les jeunes ne devraient pas être visionnaires. Ils apprécient les voix lors des meetings, porter tentes, chaises et autres agames nutritionnelles, des marmites chauffantes, oubliant que l'on peut être au sommet pendant un certain temps et non tout le temps. Le désengagement du fait de la reproduction de l'élite politico-familiale à tout prix et à tous les prix. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Massok Thomas. On va partir à présent au Burkina Faso. Ouais, madame la Dalida du grand soir. Avec des lunettes à papillon, avec cette tenue bleu azur. Reviens-tu de Nice? Si oui, comment vont ceux de la promenade des Anglais au bord de la Côte d'Azur? Madame, je salue l'homonyme de l'ancien président tchadien François Ngata Tombolba. S'agissant du sujet, madame, c'est regrettable que les personnes âgées ont réussi à bouger le champ politique pour empêcher les jeunes pour les engagements politiques au Cameroun. D'ailleurs, ailleurs, madame, vous faites seulement muter les jeunes du Faso au Cameroun. 6 mois, c'est trop. Ces vieux-là vont disparaître. Les jeunes ne veulent pas tout simplement prendre leur avenir à main. Des gueulards, bavards, rien dans l'action et l'engagement politique. Ne m'énervez pas là-bas. C'est Paul depuis Ouagadougou. Madame, celui en bleu a raison.
de rappeler ce que le président disait en 92. Mais seulement au moment de l'existence du mouvement universitaire, le Parlement, le RDPC a réussi à diviser les étudiants en créant le mouvement autodéfense pour contrecarrer les actions du Parlement. Il y a eu des affrontements avec des dégâts et morts en Guayaquil, d'où la réforme des universités avec la création de l'université de Soa pour faire partie de ce côté-là, les étudiants en droit pour les éloigner de Yaoundé. Le leader du RDPC disait ceci: allez donc faire la politique en brousse. Voilà un peu ce qui explique le désintéressement des jeunes à l'affaire politique. C'est Paul depuis Ouagadougou qui réagit ce soir. On va en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie. Le problème racine de la misère ambiante au Cameroun, c'est l'incompétence au sommet de l'État depuis bientôt 50 ans. Ma bien-aimée Rosalie, chacun de nous doit faire du bien à son prochain avant de quitter ce bas monde. Les présidents dictateurs et médiocres ont toujours mal fini. Quand on dirige bien, on le fait d'abord pour soi-même. Et quand on dirige mal, on le fait pour soi-même. J'ai bien peur que notre papa bien ne soit jeté dans la poubelle de l'histoire s'il ne rectifie pas tout ce qui se passe. C'est monsieur Toundi depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous le plateau. Juste, je suis hors sujet. J'aimerais qu'un jour vous parler du recrutement dans les entreprises parapubliques. J'ai noté. Quand l'actualité me le permettra, ce sera avec beaucoup de plaisir. L'école aux écoliers, nous continuons à apprendre auprès de nos aînés à vie. Jules Fouda, le grand-père de Thomas, depuis Yaoundé. Qu'à vie, vous apprenez. Bonsoir Rosalie, à ton panel. Au Cameroun, les Camerounais n'ont plus de place ici dans ce pays. Les vrais jeunes qui osent, lèvent leur tête, vont se retrouver tous en prison. Et les faux jeunes là sont là pour applaudir et suivre les grands-parents accrochés au pouvoir. Bonne émission, je vous suis Jean Calvin depuis Douala au niveau de la cité SIC. Autre réaction enregistrée ce soir, je pense que c'est la Guinée. Bonsoir Madame Rosalie à tout votre panel. C'est encore un cri à l'aide. Jusqu'à quand le gouvernement camerounais va continuer à abandonner les Camerounais vivant en Guinée équatoriale pendant que ces gens circulent librement au Cameroun? Il y a 2 jeunes filles camerounaises enfermées dans un commissariat en Guinée équatoriale, plus précisément dans la ville de Mongomo. Ces filles sont gravement malades et elles ont demandé à être rapatriées, mais le commissaire a refusé. Les soins n'en ont pas. Pourquoi notre gouvernement ne fait rien? À quoi sert notre ambassadeur dans ce pays? Si ces filles meurent ici, qu'aucun Guinéen ne traverse plus. Non, on va pas être violent. Je pense que j'ai lu pour faire passer votre information. Je crois que ceux qui nous écoutent, qui ont moyen de faire envoyer l'information, feront ce qu'il faut. On ne va pas devenir xénophobe nous aussi et commencer à dire que quelqu'un ne va plus franchir nos frontières. On va pas le faire, d'accord? J'ai lu votre message juste avant la séquence des injures. Pour permettre quand même que quelque chose soit fait si ces filles sont véritablement en danger. Nous pouvons aussi être le relais de nos frères qui souffrent ailleurs. Ah oui. Ok? Mais on n'est pas violent. On va éviter de faire des menaces. Ça passe pas. Mais maintenant, si vous avez une préoccupation comme celle-là, je peux relayer parce que il n'y a pas de mal. Si vous n'avez pas le numéro de téléphone de l'ambassadeur, peut-être à travers cette émission, il peut entendre les cris et puis faire quelque chose. Bonsoir à tout le plateau. Les jeunes ne veulent plus accéder à la vie politique à cause du mensonge de nos représentants politiques. C'est MSD depuis Yaoundé. Bonsoir à vous. Le désengagement des jeunes dans le domaine de la politique s'explique par plusieurs raisons. Par la peur, car ils ont peur de la répression des vieux. Autre chose, ces vieux montent quelques jeunes contre d'autres pour mieux régner en promettant à ces Judas des postes de responsabilité ou un travail. En plus, les jeunes ne peuvent pas s'engager dans l'opposition parce que si ces derniers sont de l'opposition, on leur fera croire qu'ils ne réussiront à aucun concours et s'engager dans le parti du pouvoir. Tous les postes sont déjà occupés au sein du parti. Du coup, le découragement total se repousse depuis Ngaoundéry. Je ne pourrais pas sauver tout le monde, malheureusement. Bonsoir, Rosa. Moi, je demande aux jeunes de croire en Dieu. Avec la foi, ils peuvent se soumettre à un jeûne de 21 jours. Un jeûne de 21 jours en demandant au bon Dieu de faire tomber les hiboux qui ont confisqué notre beau pays. C'est Thierry Abouna qui nous écrit depuis la Guinée. Très belle émission et suffisamment instructive. La Léki est couchée. C'est pour cela que nous voulons qu'elle se lève en réduisant les peines des populations. Cela passe par un combat politique qui renversera le R, suivi d'une prise de pouvoir qui enclenchera la dynamique du développement dans notre Léki natal. La Léki sera debout car présentement elle est couchée, elle est cadavérée. C'est M. Hubert Nvolo
qui nous écrit. Je prends un tout dernier. Bonsoir à vous sur le plateau. Thème très intéressant. Le désengagement des jeunes sur le plan politique n'est que chose normale. Parce que lorsqu'un jeune veut sortir la tête de l'eau, d'autres jeunes sont les premiers à tirer sur lui. Juste deux exemples. Il faut voir autant de jeunes qui étaient autour du vieux Kona Robert lors de sa réunion familiale à Guidigis pour manger Cabra Libi à la sauce. Eto a rappelé au ministre des Sports que le décret de 2014 existe. Allez voir comment les jeunes le lavent sur les réseaux sociaux. La jeunesse camerounaise est perdue. Même maudite. Jean-Calvin Mendim, depuis Bertoua. Le temps d'une transition et puis on revient pour la suite. L'émission, c'est le grand soir de lundi à vendredi. Nous sommes ensemble pour échanger autour des sujets qui nous concernent au plus haut point, qui concernent notre beau pays, notre continent et pourquoi pas le monde entier. Il s'agit d'apporter notre petite pierre à l'édifice Cameroun que nous voulons voir encore plus grand demain, à l'édifice continent africain que nous voulons voir rayonner dans le monde entier. Et c'est hyper important qu'on puisse avoir des gens, des leaders qui s'expriment pour que la donne puisse être beaucoup plus positive au jour le jour. Donc après ce sujet sur l'engagement de notre jeunesse à la vie politique, on va s'intéresser au quotidien des Camerounais, au panier de la ménagère. Les ménagères, quand on dit panier de la ménagère, on parle de la famille, hein, tout le monde souffre. Ceux qui sortent d'argent, je ne vais plus dire les hommes parce qu'aujourd'hui on a des familles où c'est des femmes qui sortent de l'argent. Donc on va plus attribuer cette responsabilité uniquement aux hommes. Tout le monde part au marché, les gens souffrent pour acquérir des denrées alimentaires. Et la dernière actualité, vous savez, on va en vacances, on nous entrons dans les vacances et on a des enfants à la maison. Ça mange beaucoup pendant les vacances. Ça mange beaucoup, ça fait dépenser beaucoup. Et du coup, on s'est intéressé à acheter de la nourriture en quantité pour pouvoir avoir de quoi les nourrir. Et on constate qu'il faut aller dans le fin fond pour avoir à manger. Mais après la route, même pour y arriver, c'est un problème. Là, je démarre avec vous, Richard. Pour atteindre ce coin-là et ramener de la nourriture, c'est des problèmes. On peut comprendre aujourd'hui que sur le marché, un petit tas de macabos deviennent une peau à arracher pour pouvoir acquérir, pour faire manger 3 personnes aujourd'hui. Si tu n'achètes pas le macabo de 2500 ou 3000 personnes, il reste assis à la maison. Et ça devient compliqué vu nos revenus qui ne suivent pas le mouvement. On va tous faire le régime désormais. Comment on fait pour aller prendre cette nourriture qui pourrit dans nos villages et venir nourrir les gens ici en ville? Parce qu'on en a besoin. Hein. Tout le monde n'a pas la 4x4 pour aller sauter dans la boue, aller porter la nourriture au village. Voilà, Menguedeki, tu vas acheminer tout ce que tu produis là, comment, pour que nous on puisse bien manger. Je vais prendre le 4x4 de Meignet. Tu vas prendre le 4x4 de qui? Du Meignet. Du Meignet. Il est vraiment en train de te recruter. Il donne ton partenaire. D'accord, je te le souhaite. Allez-y, Richard. Le coût des denrées alimentaires sur les marchés, il y a plusieurs choses qui expliquent ces faits. D'abord, je dois dire que lorsqu'on veut apprécier ou évaluer l'état de développement d'un pays, on commence effectivement par un élément comme l'autosuffisance alimentaire. C'est très important. Parce qu'un pays, c'est comme une famille. Dès lors qu'il n'y a pas à bouffer, qu'il n'y a rien à bouffer, ah bah, toutes les autres choses qu'on peut dire là ne suffit presque rien. Donc la nourriture, l'alimentation est fondamentale. Et on peut clairement dire aujourd'hui que nous sommes un pays affamé. Je vous prends un exemple très simple. Si on vous sert un plat de riz aujourd'hui, et il faut dire que le riz en question peut peut-être provenir du Bangladesh. L'huile qu'il y a dedans peut peut-être provenir de l'Indonésie. Et si c'est avec du poisson, ce poisson viendrait peut-être du Sénégal ou de l'île Maurice ou de je ne sais quoi d'autre. Et si c'est avec de la viande, du bœuf, c'est peut-être un bœuf qui vient du Niger ou du Tchad et autres. Pourquoi? Parce que nous ne produisons pas assez. Et nous avons faim. Et vous savez, il n'y a qu'au RDPC qu'on croit qu'on peut sortir de la famine, qu'on peut vaincre la famine en continuant à travailler avec la roue, en continuant à travailler avec la machette, en continuant à travailler avec voilà, les bœufs d'attelage, les ânes, les chevaux et autres. Parce que pour ceux qui ont déjà eu à tenir la roue, voilà, ceux qui ont déjà eu à tenir la roue, vraiment à aller au champ, je crois qu'ils savent que faire 1 hectare avec cet équipement-là, c'est vraiment un exploit, c'est vraiment à féliciter. Pourquoi? Pour dire quoi? Que nous avons faim parce qu'on ne produit pas assez.
on ne produit pas assez parce qu'on n'a pas les moyens. On ne se donne pas les moyens de produire suffisamment. Et les solutions sont connues. D'abord, la mécanisation, que tout le monde connaît. Et nous savons ce que le RDPC a proposé comme réponse à ces problèmes de mécanisation qu'ils connaissent très bien. C'est un parking d'engins agricoles dans un Bruxelles là-bas et Bolova. Donc si vous arrivez là-bas, le régime en place vous montre comment on fait de la mécanisation agricole. Et ils vous disent qu'il manque de 3 milliards de francs CFA pour construire cette usine-là qui est destinée au montage dans un agricole. 3 milliards. Alors que de l'autre côté, à côté au Bénin, avec plus de 10, on a dépensé plus de 10 milliards pour construire ces genres d'usines. Parce que, et ces genres d'entreprises, ces genres d'usines auraient apporté quoi? Un, alléger la pénibilité des activités agricoles. Ça rend les choses plus faciles. En motorisant, en remplaçant ces animaux ou ces travailleurs humains là par des machines motorisées. Ça devient plus facile. Et ça amène deuxièmement, quoi? Ça permet deuxièmement quoi? D'augmenter la surface d'exploitation et par conséquent la quantité des denrées produites. C'est comme cela qu'on parvient, n'est-ce pas, à produire suffisamment et à réduire, si vous voulez, les coûts de ces produits. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle généralement les intrants agricoles, en particulier des choses comme l'engrais chimique. Et le gouvernement avait un excellent projet de construction d'une usine de production d'engrais chimiques. Mais comme à leur habitude, comme on pouvait s'y attendre, ils ont suspendu le projet. C'était quelque chose qui devait tourner autour de 1000 milliards. On avait les moyens, mais on a arrêté de le faire. On ne produira plus de cet engrais-là. Ça fait que finalement, on sera obligé de continuer d'acheter ces engrais chimiques-là à un sac de 50 kilos à pratiquement 40 000. Et imaginez-vous combien de ces producteurs agricoles-là, ces petits exploitants familiaux, sont capables de se produire 4, 5, 10 sacs d'engrais pour produire suffisamment et de sorte que la quantité sur le marché soit assez suffisante. Donc, cet ensemble de choses-là, des facteurs de production, n'est-ce pas, font en sorte que même ce que nous produisons, même le peu que nous arrivons à produire, ne soit pas compétitif sur le marché. Parce que aujourd'hui, vous allez préférer acheter le riz de Bangladesh qui coûte 500 francs le kilo que le riz qui est produit à Yagua qui coûte 1000 francs le kilo. C'est pratiquement le double. Pourquoi nous ne pouvons pas manger ce que nous produisons? Le coût de production est très élevé. L'engrais qu'on utilise pour le produit coûte cher. Et les moyens utilisés sont également importés. Tout ça rend le coût de production très élevé. Donc, à cela, il faut donc rajouter ce problème, l'épineux problème de route. Je dois rappeler aux gens que, en près d'un demi-siècle de règne, le régime de Biya a construit 0 km de chemin de fer. 0. Je peux me tromper, mais vraiment, d'après mes faits. 0 km de chemin de fer. Alors que lorsque vous essayez de comprendre le coût de production d'1 kilomètre de chemin de fer, vous exagérez le prix n'importe comment, ça ne peut pas dépasser 1 milliard. Donc si on dépensait quand même ne serait-ce que 100 milliards par an, on aurait quand même produit 100 km de chemin de fer par an. Mais on ne le fait pas. Parlant de réseau routier, je préfère vous parler de la zone que je maîtrise le mieux, le Nord. Parce que j'ai quelques faveurs, mais le Nord. Aujourd'hui, si vous arrivez dans le Grand Nord, parfois quand on dit comme ça, on nous taxe on nous prête des idées communautaristes et autres, mais je parle juste de ce que je maîtrise. C'est l'idéal d'ailleurs, c'est l'idéal. Parler de ce que vous maîtrisez. De ce que je maîtrise, voilà. C'est mieux pour tout le monde. Parce que c'est notre pays. Ouais. Vous savez, si aujourd'hui, vous voulez arriver présentement à Tchouliré, qui est le chef-lieu du département du Mayoret, je parle d'un département, vous devrez peut-être vous apprêter à aller à dos d'âne ou à dos de cheval. Parce que la route est impraticable. Un chef-lieu de département comme Bafia, comme Yaoundé, qui est le chef de Fondé, comme tout ce que vous, n'est pas ralliable par route bitumée. Il n'y a pas la moindre trace de goudron sur cette route-là. C'est la boue. Vous comprenez? Et imaginez tout le nombre d'arrondissements qu'il y a dans ce département. Tous les villages qui produisent. Quand la saison pluvieuse arrive, mais c'est une tragédie. Parfois, je me demande, mais est-ce qu'on a actuellement, nous avons des députés qui sont en session parlementaire, là en train de prétendument défendre les intérêts de la population. Je me demande, c'est défendre quoi concrètement? Et si vous êtes embêté, si vous vous sentez embêté d'aller dans les villages
comme vous, si vous considérez que Tcholéré, c'est un village, et que vous préférez plutôt aller Ngaoundéré à Garoua, les grandes villes, je vous assure que si vous voulez quitter Ngaoundéré pour aller à Garoua, le scénario, c'est que vous allez faire pratiquement 100, 200 mètres, sans apercevoir la moindre trace de goudron, mais après, vous allez rencontrer une nappe de goudron avec plein de nids d'éléphants et de nids de girafes, et parfois que les voitures préfèrent esquiver. Et après, on va encore aborder un endroit où on ne voit plus du tout le goudron, après c'est tout. Voyez les gens de route que la population emprunte chaque jour. Et vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a pas de chemin de fer, on n'a pas de route bitumée. Même ce qui était là et qu'on aurait pu réhabiliter, je parle de la réhabilitation. Il n'est pas question d'abattre des arbres et des forêts. Je rappelle que dans cette partie du pays, de notre pays, la végétation est assez faible. Le sol est assez sec. Donc, normalement, le coût de construction de route dans cette partie-là, à mon sens, était beaucoup plus raisonnable. Mais on ne peut pas décaisser un montant qui, à mon sens, ne peut pas atteindre 100 milliards pour réhabiliter ce route qui dessert des métropoles, des chefs-lieux des régions. Je peux parler de ce qu'on vit. Parfois, tu regardes, quand tu arrives là, à mon sens, c'est vraiment insultant. Et je suis très choqué souvent de voir des élites comme les Manao de Majlachi, quand ils arrivent, et c'est pour appeler à soutenir la candidature de Biya 2025, comme si on n'a pas de problème à soutenir Biya. Les gens vont soutenir Biya, ils le feront jusqu'au... Mais poser les problèmes de ces populations, on ne demande pas grand-chose. Mais les routes, c'est comme si, à un moment donné, c'est comme si la population ne sait même pas que l'État est supposé construire ce route. Parce que c'est ce désespoir-là. Donc, en gros, j'ai dit, nous avons besoin de progresser. Et je vais chuter, en rappelant qu'actuellement, en parlant précisément des prix de ces denrées alimentaires, là-bas, dans cette partie du Cameroun, un sac de maïs ou de sorgho, de cette céréale-là, coûte sur le marché 35 000. Avec le nombre d'enfants qu'on connaît souvent là-bas, la grandeur de ces familles. Combien de familles est-ce que vous voyez qui sont capables de se procurer sur le marché 2 sacs à 70 000, 3, 4, 5 pour vraiment prendre soin de ces enfants? Moi, je vous assure, il faut insister justement parce que c'est à l'extrême, c'est la région de l'extrême nord, cette partie du pays qui concentre le plus grand pourcentage, n'est-ce pas, de la prévalence de la famine, si vous voulez, je dis comme ça. Donc vraiment, de grâce, qu'on fasse quelque chose, qu'on construise des routes à ces populations qui ne veulent que voir des routes, qu'on aide et qu'on régule le coût et les prix de ces denrées-là. Sur le marché, bien entendu. J'ai été très long, mais je suis désolé. Du coup, c'était parti pour 4 minutes, mais ça sera 3-3 pour chacun, puisqu'il a égrené, il a bouffé 30 secondes à chacun. Je suis vraiment désolé. Voilà. Je sais de vos 3 minutes. Madame Rosalie, je vais d'abord dire tout un grand merci à celle que j'appelle Tumakere Moda. Maman Inès Ngoyas. Vous savez quelque chose? Elle m'a toujours dit ceci. Je vais toujours t'entraîner au marché. Presque tous les jours. Même aujourd'hui, elle a voulu que j'aille au marché. Parce que cette voix que toi, tu dis que tu as cette voix, assez de 100 voix là. Il faut que tu ailles au marché tous les jours, voir exactement comment ça se passe. Je dis presque chaque jour, elle m'entraîne au marché. Marché des 8e, parfois c'est ici ensemble. Je dis presque chaque, même aujourd'hui, elle voulait m'amener au marché. Parfois, elle m'envoie ça. Ce que vous dites là, c'est une réalité. Naturellement, le Cameroun est riche. Mais les Camerounais sont pauvres. Pauvres, misérables. Les gens vivent dans la richesse, mais ils sont pauvres. Ils vivent dans la misère. À cause de mauvaises pensées, de la mauvaise tête de certains individus. Vraiment. Regardez autour de nous. Regardez autour de nous. Qu'est-ce que ça coûte que les mairies, les maires, tantôt les gens vont rester chez Yaoundé, ils disent que les maires ne sont pas compétents pour gérer 1 million, 1 milliard. Par contre, ceux-là qu'on dit qu'ils sont compétents, ils sont ici à Yaoundé. Ils dilapident 10 000 milliards. Le Cameroun a près de 13 000 milliards de dettes.
Je vous dis que plus de 10 000 milliards étaient dilapidés ici, dans la ville de Yaoundé. Ils disent que c'est là les maires qui sont censés créer les routes. On dit farm to market road. Des routes. Pour aller dans les plantations, pour faire sortir les... Je vous dis que le Cameroun, on a toutes sortes de cultures. Même si on n'entre pas dans le mécanisme de l'agriculture mécanisée, on a jusqu'ici, il y a de la nourriture. Mais ils vont faire comment pour que la nourriture parte de là où ça se trouve pour arriver au marché. Parce que c'est ça, moi j'appelle ça le bavardage inutile. Que certains, la plupart des membres de RDB disent que les collectivités ne sont pas compétents pour gérer de l'argent. Je dis bien rien que 40% de notre budget dans les collectivités locales décentralisées, ils vont créer les routes, ils vont maintenir les routes, ils vont créer des plantations. Je dis bien, ils vont créer les plantations. Ils vont produire en qualité et en quantité suffisante pour les Cameroun. Nous sommes d'abord combien? Regardez la Chine, attendez, on parle même parfois, regardez la Chine. La Chine a plus de 1 milliard d'habitants, mais ils ne pleurent pas la famille. Comment comprendre que 30 et 25 millions d'habitants, avec tout ce que nous avons, si ce n'est pas la mauvaise gestion? Je dis ceci, si les Camerounais sont conscients et qui ne veulent pas continuer, même dans les 15-20 années qui suivent là, de vivre là cette souffrance et avoir des douleurs, la souffrance, qui décide dès février de commencer à trouver des personnes qu'il faut pour pouvoir changer cette donne-là. Qu'on ne peut pas être dans un pays, on dit ceci, qu'il y a les maires sont incompétents de gérer, on les donne 100 millions. Mais un ministre ici, chaque année dépense 1 milliard, plus de 1 milliard. Un ministre, plus de 1 milliard. Attends, ça se comprend. Il arrange aussi les routes, non? Les routes, ça se comprend? Nous, on est où là? Mariga, on est où là? À votre avis, lui, il a proposé au-delà d'arranger les routes, de produire un peu plus, de passer à la forme mécanique de production. James trouve qu'on a une grosse production. Le souci, c'est d'acheminer ces denrées alimentaires vers les villes et permettre aux populations d'avoir accès à ces aliments-là. Et pour lui, il faudrait jouer sur la décentralisation et donner le pouvoir de faire ces routes-là aux maires. Parce que pour lui, le ministre des Travaux publics ne fait pas le travail, donc du coup, ça ne sert à rien qu'il continue à manipuler cet argent. À votre avis? Nous sommes tenus par le temps, c'est un sujet vraiment important. Qui reviendra toujours. Mais avant de dire quelque chose, je voudrais d'abord, n'est-ce pas, féliciter ces hommes et femmes, ces vieux mamans, qu'on appelle les Bayam Salam, qu'on appelle le conducteur des OPEP, ce vieux maman qui sont dans les villages. Grâce à eux, nous parvenons à manger ici, n'est-ce pas? Nous voyons le repas quand même sur nos tables ici. Je voulais dire, n'est-ce pas, le Cameroun, je toujours dit, peut-être quand les bouches vont s'ouvrir après le président Paul Biya, beaucoup de vérités vont se dire. Souvenez-vous de la révolution verte. Aujourd'hui, on nous parle de l'agriculture de la deuxième génération. Je crois que le régime a eu à mettre, comme on appelle, le cinéma. Là, à Colbison, le centre de machinistes ou de quoi agricole. Demandez-vous, c'est une comment on appelle le monsieur Evila, il est là qui a géré ça depuis le temps d'Aïdjo, il venait de partir là, fatigué, plus de 40 quelque chose d'années. Demandez-vous toutes ces machines là, parce que quand vous arrivez chez lui, moi c'est mon père, vous arrivez chez lui, vous voyez les Indiens, les Chinois qui viennent, et on commande des machines. Où vont ces machines? Parce que les Camerounais ne savent pas quand vous parlez aujourd'hui, comment on appelle les machines agricoles là qui sont à Ebolo abandonnées. Non, des tracteurs. Il y a des tracteurs, voilà, c'est le mot qui manque. Donc il y a des machines, des vraies machines pour l'expérimentation. Mais ça part dans les plantations de qui? Avec le temps, nous saurons. Parce que ça prend au moins 6 milliards tous les ans qu'on donne là-bas pour la gestion, pour l'achat des machines. Ces machines-là sont dans des brousses, dans des grandes plantations de personnes, de personnalités de ce pays. Donc le véritable problème, il y a eu une rupture. Il y avait, n'est-ce pas, la banque qu'on appelait Crédit Agricole.
il y avait des moyens pour aider les agriculteurs. Il y avait le SCPB. Il y avait, n'est-ce pas, à l'époque, ce qu'on appelait les pistes agricoles, qu'on voulait développer, n'est-ce pas, pour aider les villageois un peu partout. Mais aujourd'hui, on vient vous parler, n'est-ce pas, non, de la superpuissance des messieurs, de tels, de ci, pour les prix des cacao qui allaient à prix de... On oublie que nous ne mangeons pas le cacao, le café. C'est quelque chose qui se vend là-bas en Europe. C'est les bras. Je ne sais pas si un Camerounais, combien de Camerounais prennent une tasse de café le matin. Notre café, notre thé. Bah, au lieu de valoriser ce qui peut nous nourrir, pourquoi on ne peut pas avoir des centrales d'achat comme le Rangis ici, quand ça dépasse la population? Pourquoi on ne peut pas mettre des véhicules capables, notre famille, il fait le matériel de notre famille. Mais on peut comme ça dans des mairies, doter ce mairie de voitures capables de transporter. Je vous assure, il y a des villages où il y a des villages où vous arrivez, on vous dit de prendre les régimes, la même partie avec. Ça produit, il n'y a pas de route. Ils n'ont aucune possibilité d'évacuer ça ici. Et quand ils arrivent à nous servir ici en ville, il y a au moins 10 contrôles. Donc, vous comprenez, c'est quelque chose abandonné. Il n'y a pas une volonté de faire évoluer le show, obliger le panier de l'aménager quand vous arrivez au marché. Moi, je ne discute jamais. Je vous dis jamais. Parce que quand je vois une vieille maman qui s'est débrouillée de la brousse, mais sortie de la nourriture, pourquoi je ne peux pas aller discuter dans un supermarché, n'est-ce pas, dans la boîte de ceci? C'est-à-dire, quand vous voyez, vous dites, mais si elle ne le fait pas, tant pis. Moi, une façon de l'encourager, je ne discute jamais. Je pense. Vous voyez le légume. Je vous dis, c'est terrible. Il n'y a pas une volonté. Nous, on discute seulement. Je crois que c'est. Les gars m'ont dit que oui, madame Guessel, même toi tu discutes. Mais oui! Il n'est pas l'arbre qui fabrique l'argent. Vous allez voir le bateau de ballon, vous dites 150, 200. Donc, je vous assure, encourageons d'abord ce maire, n'est-ce pas? Ce monsieur qui se bat à nous ravitailler en ville. Avec quelles difficultés possibles, je vous assure, s'il y a une volonté, on peut faire mieux. Mais c'est un sujet vraiment, de tous les Camerounais, c'est ça que nous disons. Il faut un réveil, la conscience nationale, que chacun se dit non. On ne peut pas souffrir comme ça et regarder, être spectateur de notre malheur. C'est jusqu'à quand? Non. Minguidi, jouis du temps qui nous reste. Ok, Rosalie, je vais faire très rapide. Je dirais que la problématique de l'accès aux denrées alimentaires au Cameroun appelle justement à l'élaboration des politiques publiques, justement pour contrer la famine. Ça veut dire les ménages sont sous pression, ça veut dire que les ménages ont faim. Quand je parle d'élaboration des politiques publiques, je vais partir simplement et très rapidement quand un père de famille a 5 enfants, et quand il donne la ration du mois, ou alors la ration du jour, puisque c'est ce que nous on connaît, la plupart des familles connaissent, la ration du jour. Il sait que chez moi, j'ai 5 enfants avec les parents, avec les cousins, j'ai peut-être 10 personnes à la maison. Alors il me faut un budget de temps. Mais maintenant, ça c'est au niveau de la cellule. C'est au niveau de la cellule familiale. La question que moi je me pose pour l'élaboration, parce que là, le père est en train d'élaborer une politique de gestion justement de la ration dans son ménage. Mais au niveau national, comment ça se passe? Est-ce que nous maîtrisons déjà le nombre de Camerounais que nous sommes pour l'élaboration des politiques publiques qui vont nous permettre justement de contrer les problèmes de famine? On ne connaît pas. Le dernier recensement, il y a en 2005. Aujourd'hui, chaque fois, on est en train de tâtonner. Non, on est 20 millions, on est 25 millions, on est 27 millions, on est 30 millions. On est en train de pleurer. Personne ne peut nous dire avec exactitude le nombre de Camerounais que nous sommes. La question simple que je me pose, quand le ministère de l'Agriculture élabore des politiques publiques nationales dans le domaine alimentaire pour booster par exemple la production, on ne va pas booster la production en l'air, on booste la production pour nourrir un certain nombre de Camerounais. Mais si on ne connaît même pas déjà le nombre de Camerounais que nous sommes, quelle est la politique publique nationale qu'on met en place? C'est du flop. Donc on est en train de nous vendre de la fumée chaque jour. Quand vous avez parlé des routes tout à l'heure, nous sommes toujours dans les politiques publiques nationales. Nous avons au moins 3 ou 4 ministères qui s'occupent de ces histoires de routes. On a le ministère des travaux publics qui s'occupe des routes. On a le ministère du développement urbain et de l'habitat qui s'occupe des routes. Actuellement, dans Yaoundé, il est impossible de rallier deux quartiers par du bitume sans traverser des nids d'éléphants. C'est impossible.
je vous mets vraiment à défi de faire 2 quartiers de Yaoundé sans traverser une série de nids de poules. Nous avons le ministère de l'Agriculture qui également fait des routes dans le cadre de l'ouverture des pistes, des pistes agricoles. Rien du tout. Nous avons le ministère de la décentralisation à travers la dotation générale à la décentralisation qui doit donner aux maires justement une décentralisation dont on a vidé de toute substance et qu'on vend aux Camerounais comme de la fumée alors qu'il n'y a rien dedans. Voilà un certain nombre de ministères que j'ai cités qui s'occupent ou alors qui sont appelés à s'occuper des problèmes de route pour justement désenclaver les bassins de production. Mais rien n'est fait jusqu'ici. Comme l'a dit mon ami James, il est question qu'aujourd'hui, que les Camerounais prennent conscience que le système qui a été là jusqu'aujourd'hui a échoué, lamentablement échoué, et qu'ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas confier votre destin à des gens qui, depuis 40 ans, n'ont rien fait pour vous sortir de la famine, mais vous continuez à leur donner vos suffrages, vous continuez à leur faire confiance pour qu'ils vous sortent de la famine. C'est pas possible. Donc, un appel encore. Moi, je serai toujours dans la Liké parce que nous sommes à Yaoundé. La Liké est debout. Parce que la Liké, c'est le bassin de production, c'est la mamelle nourricière de Yaoundé. Pratiquement, ou alors l'une des mamelles, sinon la plus grande mamelle nourricière de Yaoundé en termes de produits agricoles. Mais la Liké, vous ne pouvez pas faire la Liké d'un bout à un autre par du bitume. Pire encore dans nos villages. Il y a des villages dans la Liké où, juste à côté, à 25 km de Yaoundé, où quand il a plu, vous êtes obligé d'attendre que le soleil revienne pour que les voitures puissent avoir accès aux zones de production. Le cas dans le banc de Bangassine, qui pourtant, on le sait, voilà. Les meilleurs couscous, c'est autre, hein, mais pour sortir de là, c'est la magie. Bonsoir madame, un grand merci à monsieur Richard qui parle de mon village Toliré. Tu as fait plaisir à un téléspectateur de Loin. Il manque de tout là-bas madame. Mauvais état de la route, manque d'eau potable, des semaines sans électricité. C'est Moussa depuis Garoua. Je tenais à vous faire ce clin d'œil là. Bonsoir Rosalie, j'aime bien ta façon de présenter l'émission avec un grand charisme. Je salue particulièrement le membre du RDPC invité aujourd'hui. J'ai jamais vu un militant du RDPC être vrai comme ce monsieur. Un autre du RDPC aurait dit que le président a tout fait pour intégrer les jeunes à la scène politique. Vraiment, merci. C'est 1h31. Merci à vous quatre. Merci à Marie Gaï Ibrahim. Merci à Richard Tobolbaï. Merci à Henri Oscar Menguide. Merci à Ayouk James Ebot qui nous ont entretenus pour ce début de semaine. Ismaël était toujours derrière les caméras. Belvassa a signé la réalisation de cette émission. Et bien entendu, Anissi Nomo est au mixage vidéo. Merci également à Jean-Martin Kelfak pour sa contribution. On se retrouve avec le même bonheur et le même plaisir demain lorsqu'il sera à 17h. Je vous laisse en compagnie de nos programmes qui se poursuivent déjà tout de suite. Le journal en langue anglaise vous sera livré bien sûr par Hermine Ilouga. Bon suite de programme sur nos antennes. À demain 17h. Respect, monsieur de Donenva.